ça, c'est une affaire, là. L'outsourcing, là, ça marche pas, OK? Faut qu'on arrête de faire ça en tant qu'industrie, surtout si t'as pas un CTO qui connaît, parce que tu vas t'en faire passer des bonnes. What's up, folks? Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui, je jase avec Émile Fugulin, co-founder chez Kaido, une boîte à outils qui aide les hackers à sécuriser l'Internet. On parle de speedrunner ses stages en informatique, des défis que les juniors devs ont aujourd'hui, de balancer le consulting avec le bootstrapping. On discute aussi de l'industrie de la cybersécurité, de l'impact du agentic et Gen AI sur son domaine, de son expérience à lui avec les AI Coding Assistants, de pricing, d'acquisition de clients, puis de l'importance du réseau et de la communauté. All right, on passe au show. Let's go! Émile Fugulin, bienvenue sur Ça se passe. Salut Frank. Comment ça va, mon gars? Ça va super bien. Je suis vraiment content d'être là. Ça fait longtemps qu'on a essayé. Puis, ouais, on a essayé. J'ai échappé à la balle une ou deux fois. Puis là, man, on a repogné à la balle. On est là. C'est ça. Émile, comment qu'on s'est connectés, nous deux, tu te rappelles? Je pense que c'est après le podcast de Guillaume que je t'ai... Guillaume Simard. Ouais, c'est ça, Guillaume Simard. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, si jamais on se chie dans cet épisode-là, on mettra l'email à Guillaume dans les show notes. C'est ça. Vous dirigerez vos critiques vers Guillaume Simard. Exact, c'est ça. Émile, pour le monde qui ne te connaisse pas déjà, qui ne connaisse pas déjà ta business, fais-moi un petit TLDR de t'es qui, toi, comme dude. All right. Moi, je suis un gars qui vient de la campagne, qui est un petit peu différent des gars, mais je programme depuis le secondaire. Fait que, ça a toujours été comme... je pourrais aller programmer en C ou en secondaire 3. Puis j'ai fait un jeu vidéo en secondaire 5 pour mon projet de fin d'études. C'était quoi le jeu vidéo? Ah, c'était comme, je sais pas, c'était un jeu mini-clip dans le temps, là, que tu drillais, là, avec un petit robot, là, puis j'avais refait ça en C++ en secondaire 5. Fait que après ça, c'est ça, j'ai fait Sciences Nat, j'ai été à l'Université de Sherbrooke, en génie, puis fait bien des stages, on va en reparler un peu plus tard, là. Ouais. Puis c'est ça, après l'Uni, je me suis relancé à mon compte direct. Puis après ça, c'est ça, j'ai parti Kaido il y a 4 ans, 3 ans, 4 ans. Là, fait que c'est ça. Puis Kaido, pour les gens qui connaissent pas, tu me ferais un pitch d'ascenseur, ça ressemblerait à quoi? Kaido, c'est un toolbox, une boîte à outils pour hackers. C'est ça notre elevator pitch, là. Dans le fond, c'est n'importe qui va faire des audits de sécurité. Fait qu'on parle de gentils hackers, là, évidemment. Donc, tous ceux qui vont faire des audits de sécurité, puis on a différents types de personas là, qui vont faire des audits de sécurité, que ce soit au niveau des API ou des sites web eux autres mêmes, ont besoin d'outils comme n'importe quel autre professionnel, dans le fond. Fait que nous, on vient développer cette boîte à outils-là pour eux autres, pour les aider dans leur day-to-day, trouver les vulnérabilités, faire les rapports après, puis tout ça, puis les fixer aussi. Parfait. Puis là, mettons, moi, c'est top of mind parce que je viens de faire une petite collabo avec Yak. Une firme de sécurité. Je les connais bien. Là. Ils utilisent notre produit. C'est ça. Fait que eux, c'est comme Red Team, un peu plus offensif. Ils pourraient utiliser Kaido pour certains trucs. Exact, c'est ça. Nous, on est vraiment dans la sécurité applicative. Fait que si c'est niveau réseau, là, fait que c'est plus... Ça, c'est pas ce qu'on fait. Nous autres, on est vraiment plus au niveau applicatif. Fait que toutes les apps web, les API, tous ces trucs-là, c'est ça que nous, on est bon... Dans lequel on est bon. Là. Fait que... Puis... balance-moi 2-3 chiffres pour me situer. Là. Ça fait combien de temps que tu disais que tu l'as... C'est ça, la compagnie a été créée en 2022, mais ça fait depuis 2021 qu'on travaille sur le produit. On est rendu entre 6-7 000 monthly active users. On a autour de 600 paying customers. Là. C'est ça, c'est pas... On a des individus, puis on a des compagnies aussi. Fait que c'est comme un mix de... comme un client, ça peut être comme 20 personnes ou ça peut être une personne. Fait que c'est ça. Gotcha. Ton pricing est structuré en conséquence ou pas encore? Oui, c'est ça. On a du pricing individuel, du pricing équipe. Puis c'est ça. Puis la team, Émile, ça ressemble à quoi en ce moment? Ouais, on est rendu 7. Dans le fond, on est 3 co-founders. Puis après ça, on a engagé surtout des part-time. Fait qu'on a un gars de QA au Japon. OK, let's go. Puis on a un gars qui fait des plugins en Pologne. On a un gars qui fait de la doc aux États. Smart. Puis on vient d'engager notre premier gars au Québec là, comme développeur front-end. Encore le part-time. Fait que Mais congrats, man.
Parce que tout ça, il y a beaucoup de nouveaux ça fait genre 1 an là, qu'on a commencé à se parler. On a vraiment grossi là, depuis la dernière année. Surtout depuis les derniers 6 mois, là, ça a vraiment plus take-off. C'est cool, man. Ouais. Ça commence à feel. Ah, c'est cool, là. Des fois, t'aimerais ça que ça aille encore plus vite, là. Tu sais, t'as un mois qui est comme... Tu drives sur l'adrénaline un peu, là. Fait que des fois, quand ça ralentit un peu, t'es comme, il n'y a rien qui se passe cette semaine, là. Mais faut être patient. Surtout dans cette industrie-là, c'est comme changer de Word à d'autres choses ou, tu sais, comme changer d'IDE pour les développeurs. T'sais, c'est long. C'est long à faire changer le monde. Fait qu'il faut être patient. Il y a une rouille, une habitude profonde dans l'utilisation d'un toolkit de cybersécurité que toi, tu dois déloger pour faire rentrer Kaido. Exactement. Okay. C'est ça. Puis là, on va y aller à Kaido, on va aller dans plein de places, mais j'ai un petit trivia pour toi. Dans le fond, la première fois qu'on s'est parlé, tu me disais que tu étais genre gros dans une rénovation de la maison de tes grands-parents ou quelque chose de même. Ouais, c'est ça. Ben, j'habite en campagne. Status update. Ouais. Pour la petite source, ça fait depuis la fin de l'université, je travaille là-dessus, là, fait que depuis 2020. Okay. Mais c'est un projet de fin de semaine que je fais avec mon père, là, fait que c'est ça. On a tout vraiment genre enlevé, on a tout refait. Là. C'est une maison qui date de 1880 à la base, là. Fait que c'est une vieille maison qui a eu beaucoup de rénovations puis de patchage, puis ça n'a pas toujours été bien fait là, dans le temps qu'il n'y avait pas d'argent. Là. Fait que non, c'est ça. C'est un projet de fin de semaine, tranquillement pas vite, qui va prendre encore une couple d'années. Mais je me suis dit qu'avant mes 30 ans, j'aimerais ça avoir fini. Fait que quel âge? Là, j'ai 28. 28, OK. C'est ça. Fait que là, tu t'es craqué un refactoring dans la vraie vie. Là. Ouais, le monde physique, ouais. C'est quelque chose. Mais c'est le fun parce que c'est ça, j'apprends bien des affaires avec mon père puis tout. Là. Fait que... D'avoir une activité, un bonding comme ça avec ton père, c'est cool aussi, je trouve. Ouais. T'es-tu manuel à la base ou comme tu développes le muscle avec ça, genre? Je suis moyen manuel, mais là, je suis rendu quand même pas pire. Là, ça va. Ça va bien. Tu sais, j'habite sur une ferme, fait que c'est ça. C'est malade. Tu vois-tu quelque chose de bien dans avoir dans ton lifestyle la barbelle entre je suis deep dans l'Internet puis le code puis l'ordi, mais des fois, man, je suis juste deep dans genre la nature, le monde physique, les travaux manuels. Moi, j'aime ça me garde honnête, je trouve. Je trouve que ça te garde honnête. Je trouve que ça te garde, tu sais, quand tu parles je sais pas, ça te garde genre près de la vraie vie, là. Et des fois, t'es comme, surtout, tu vois les mondes qui raise des millions de dollars, puis qui font des trucs super poussés, whatever. Tu vas, je vais de temps en temps dans Silicon Valley, puis il y a une vibe dans Silicon Valley, puis de techno-optimiste aussi, là, des fois, du monde un peu naïf, là, de genre, on va réchanger le monde, mais comme tu reviens après ça dans le vrai monde, puis... C'est ça, c'est assez différent, mais c'est un beau contraste, je trouve. Là. Nice, man. J'aime ça. Je trouve que j'avais déjà écrit là-dessus un peu la thérapie de contraste. Là. Ouais. Même quand t'es dans beaucoup de confort puis de choses que t'aimes, des fois, ça vaut la peine d'aller faire le coup de tough ou de moins cool ou que t'aimes moins juste pour réapprécier encore plus ton confort. Ouais, c'est ça. Puis je trouve que c'est ça. Dans l'industrie puis dans les founders, il y a beaucoup de monde qui ont des gros égos puis tout ça. Puis je trouve que c'est ça. Ça te garde honnête. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est vraiment hot, man. Garde honnête, man. Je vais le garder. J'aime ça comme expression. Alright, dude. Tout, pour les gamers, vont connaître ce terme, là, mais t'as speedrun. Un paquet de stages. Ça veut dire que t'en as passé plusieurs en succession. Ouais. Je les ai notés ici, là, mais mettons genre Coveo, Pleo, Kiwi Security, Plex, Unify ID. Il y a des gros noms là-dedans aussi, tu sais. Ouais. Est-ce que la stratégie initiale était d'avoir de la vélocité puis du volume dans ton moment stage? Oui et non. Okay, dans le fond, à Sherbrooke, c'est toujours alternance travail-études. Fait que c'est tout le temps 4 mois. J'ai fait ça, moi, toi. Puis moi, je trouve que c'est excellent. Je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. Là. À la base, je voulais vraiment voyager. Puis si tu regardes aussi où est-ce que ces compagnies sont situées, ben, tu sais, j'ai fait un stage, admettons, Pleo, c'est au Danemark. Ouais. Kiwi, c'est en Autriche. Puis Plex, c'est remote. Fait que j'ai fait du remote avant que ça soit cool. Vois-tu, Kiwi, ça aurait pu être en Nouvelle-Zélande. Mais c'est pas la meilleure blague, mais bon, on continue. Coupe. Non, c'est vrai. Continue d'autres. Puis Unify, c'était à Silicon Valley. Fait que j'ai fait comme une coupe de place. C'est hâte, ça, parce que t'avais un objectif de vie que t'as mappé à début de ta carrière. Ouais. Okay. Je voulais travailler en Europe. Ça, c'était comme un rêve de moi. Je sais pas pourquoi, mais genre c'était un rêve de travailler en Europe. Puis je l'ai fait, puis je trouve ça cool. Ben oui, man. Fait que... c'est ça. Puis, qu'est-ce que je m'en avais? Qu'on se demande, c'était pas nécessairement intentionnel, oui puis non. C'était intentionnel dans ce que je voulais faire, c'est ça. Puis aussi dans la diversité de compagnie.
je pense que ça serait pas arrivé. Des fois, c'est drôle parce que j'ai repensé à ces moments-là. Puis, tu sais, t'as des moments dans ta vie que, en rétrospect, tu fais comme, ce moment-là, ça a comme changé ça. Puis, c'est drôle parce que Guillaume, je me souviendrai toujours de la première entrevue que j'ai eue pour Coveo. Ouais. C'était le trio de la mort, là, Guillaume, Simard, Vincent Séguin, puis William, là, le trio de la mort, puis ils m'ont interviewé. Puis, tu sais, je suis comme, c'est ce moment-là qu'ils m'ont dit oui à ce stage-là qui a fait genre take off ma carrière. Là. Fait que je vais toujours les remercier pour ça. Là. Puis, ben oui, man. C'est ça. Puis après ça, j'ai suivi Guillaume quand il a été chez Pléo. C'est ça qui m'a amené là. Fait que... Là, t'as dit quelque chose de quand même clé. Puis je vais te demander, est-ce que tu penses que c'est un conseil que tu donnerais aux jeunes devs aussi qui commencent, qui est il y avait une riche diversité dans la nature des stages que j'ai fait. Puis moi, c'est comme un conseil que je lance un petit peu. Tu sais, mon petit cousin, mettons, il est à l'université de Sherbrooke, qui fait de info, tout ça, il y a des stages, etc. Puis j'ai dit, tu sais, man, c'est le temps de lancer des nouilles sur le définitivement. Puis comme, ça se peut qu'une affaire random, t'haïsses ça ou t'adores ça, c'est le temps de l'essayer. Ouais. Fait que ça reste un conseil legit. Ah oui, définitivement. C'était peut-être un peu plus dur que c'était. Ouais. Mais ton réseau de contacts, là, professionnel, à mon avis, c'est la chose la plus importante dans ta carrière. C'est de loin. C'est ce qui m'a permis d'ouvrir plein de portes, ce qui me permet de développer l'entreprise, puis là, j'en avais pas nécessairement en sécurité, là, je l'ai vraiment développé, puis si éventuellement je fais une autre compagnie dans le futur, c'est juste tellement, c'est comme vivre en easy mode là, quand t'as un bon réseau de contacts, puis faut que ça soit donnant évidemment là. Fait que moi je trouve ça toujours très important. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, je vais les aider au maximum parce que je sais qu'il y a tout le temps des retours d'ascenseur à un moment donné. Fait que... Dude, je vais pas répéter tout ce que tu dis, je veux juste dire amen là. Genre je suis extrêmement d'accord avec ce que tu viens de dire là. Par contre, la question que je vais te poser, c'est, mettons, à quel point t'es quick à éliminer? Genre, tu sais, je fais 4 mois, genre, au niveau de la culture, de la tech que j'ai utilisée, des défis que j'avais, genre, est-ce que 4 mois, c'est assez pour dire fuck cette espèce de branche-là du dev qui m'intéresse moins, genre? Moi, j'ai pas fait tant de branches de dev différents, je te dirais. J'ai fait beaucoup de back-end. Fait que ça a pas été... Moi, c'était pas ça que j'avais... Industrie. Ouais, industrie. Oui, je pense que oui. Ouais. Moi, je suis un gars qui s'investit à 120% dans tout ce qu'il fait. Fait que 4 mois, c'est en masse. J'ai vu ça avec ta prep de podcast. Ouais, exact, c'est ça. Je m'investis toujours à 120%, puis après 4 mois, tu le sais, après 4 mois, je connaissais plus les codebases que certains devs des fois, là, fait que full time. Là, fait que... Mais là, je fais un mini pas de recul, mais genre, c'est quand la première fois, c'est quoi ta porte d'entrée, ton gateway drug dans le code, toi, quand t'es jeune, là? Moi, c'est le gaming? Oui, peut-être. Oui, en secondaire 2, j'ai bâti mon ordi. Genre, tu sais, t'as acheté des parts pis tout. C'était assuré que Puis tu sais, j'avais... Dans ce temps-là, genre, je suis en campagne, hein. Fait que moi, j'avais un modem Xeon 6 bits jusqu'en secondaire 2, là. Fait que genre, loader des images, c'était long, là. Puis loader, genre, des sites web, c'était long. Puis c'est ça qui m'a rentré après ça, gaming. Puis après ça, ça a été jouer à des jeux sur des browser-based games. Je faisais du scripting en JavaScript pour ça. Okay. Puis là, je suis comme tombé de fil en aiguille, je fais du C, puis du C++, puis après c'est ça. C'est ça, fait que c'était ça la porte d'entrée. Ça m'intéresse toujours de savoir ça. Parce que souvent, ça a rapport avec genre le gaming ou le hardware, là, un peu comme exact, tu dis. Ouais. Mais des fois, le monde... Je suis un vrai nerd. Avant, c'était pas cool dans le temps, mais maintenant, c'est rendu un peu cool d'être un nerd, fait que c'est correct. Malade. Ben, mettons, t'es-tu nerd? Tu coches-tu d'autres cases de nerd du genre Donjon Dragon? Ouais, pas Donjon Dragon, mais ouais, je fais du jeu de rôle, ouais. Tu fais du jeu de rôle aussi. C'est ça. Okay, nice. Ouais, Guillaume aussi, il me parlait. Guillaume, j'ai l'impression qu'il a essayé je sais pas combien de jeux, puis il connaît tellement de franchises puis d'affaires. À chaque fois, je suis comme, what the fuck? Honnêtement, le jeu de rôle, pour la vente, c'est excellent. Genre, ça m'a déniaisé, là, comme pas possible. Genre. Ah ouais, hein? Je trouve, parce que dans le jeu de rôle, t'as comme pas le choix d'assumer un personnage, right? Ouais. T'as pas le choix de comme
incarner quelqu'un, de pas être... Puis c'est pas de dire que comme quand tu fais de la vente, c'est pas genre genuine ou n'importe quoi, mais c'est juste de dire, tu sais, c'est pas facile de... Moi, je suis pas une personne nécessairement ultra extraverte, plus que d'autres devs, là, définitivement, mais tu sais, ça me vient pas naturellement. Puis je trouve que c'est comme une pratique gratuite. C'est vraiment hot. Avec ça. Parce que genre, si t'es le barde, man. C'est genre, ça, tu sais. Tu peux pas être timide dans ton coin, faut que tu... faut que tu open up. C'est ça. C'est bien bon, man, ça. Je vais m'en rappeler. Sweet, man, je veux qu'on finisse sur l'histoire des stages en ramenant ça à aujourd'hui, maintenant. Comme je te disais, mon petit cousin Mathieu Morin, shout-out. C'est toujours important. Ben oui, le réseau. Lui, il a réussi à se trouver un stage de ce que je comprends là, pendant son... Comment on appelle ça, la période de... voyons. Attends, pour les stages alternance travail-études, attends, je cherche ton mot. À l'université de Sherbrooke, t'as un programme coopératif. Coopératif, oui. Merci, excuse-moi. C'est correct. Bon, fait qu'il commence son programme de même, puis il a réussi à se trouver un stage. Son premier stage, mettons. C'est le plus dur. Le premier, c'est le plus dur. C'est pour ça que quand je dis genre Guillaume puis qui m'ont permis de faire ça, là, je te dis c'est le premier stage, c'est le plus dur. Puis quand tu t'enlignes correct après ça, c'est comme beaucoup plus facile. OK. Ben, ce que lui m'a dit, c'est que beaucoup de gens dans sa cohorte n'ont pas réussi à se trouver un stage. Puis ce qu'il m'a dit ensuite, c'est que supposément que c'était historique, ça. Que, genre, les dernières années, la majorité du monde, souvent, se plaçait, se trouvait un stage en info, mettons, à Sherbrooke ou ailleurs. Puis même les entrepreneurs dans la région de Sherbrooke, genre, je pense au gars d'Agendric, c'est que j'ai parlé. Ah, t'as parlé en clic. Ils sont super sympathiques. Ils sont sick, ces gars-là. Fait qu'ils m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, genre, man, tu sais, nous, mettons, on n'a pas pris ou on a moins pris. C'est pas trop, genre. Fait qu'il dit, on l'entend, ça, des responsables de stage puis des gens dans l'université que c'est tough. Surtout les premiers stagiaires, OK, bon, ben, essaie d'expliquer à moi puis l'audience pourquoi tu penses, mettons. Un paquet de facteurs. De base, il y a moins de demandes, là. On a vu que le pic, ça a été d'offres en général. Dans l'emploi en général, il y a eu trop... Il y a eu un gros boom là, après la pandémie là, jusqu'en 2023. Là, puis là, après ça a été des layoffs. Fait qu'il y a juste beaucoup de monde qualifié sur le marché, veux pas, qui vont... Fait que là, quand tu as une entreprise, tu as moins d'incitatifs à recruter la prochaine génération parce que tu en as moins besoin. Fait puis, tu sais, le Gen AI, je veux pas être méchant, mais c'est meilleur qu'un développeur genre de première année. Là, fait que, ce qui est paradoxal, dude, hein? Parce que là, right now, si tu as des devs intermédiaires et seniors, puis tu les hook up avec les cursors de ce monde ou les Cloud Code de ce monde, il va avoir un performance boost. Là, performance boost, of course. Je suis d'accord. Par contre, pour qu'ils soient capables de bien gérer puis déployer ces outils-là, il a fallu qu'ils soient des stagiaires, des juniors puis des intermédiaires puis qu'ils crunchent à travers. On va avoir un gros problème dans une couple d'années. C'est ça. C'est ça que j'ai l'impression que genre, où c'est qu'on s'en va, genre. C'est ça. Mais c'est ça. Et puis, tu sais, les conseils que je donne, moi, on a commencé à en recruter des stagiaires. OK. Puis je trouve un des trucs qu'on fait bien au Québec, c'est les stages. Genre, je trouve en général, même par rapport aux États-Unis, n'importe où, là, j'ai pas vu de places qui font mieux les stages que nous autres, juste en termes d'attrait pour les entreprises, que c'est extrêmement subventionné, là, les stages. Les gens réalisent pas à quel point que c'est subventionné. Moi, je sais même pas, mettons. C'est comme à peu près 75%. Là. Genre, si tu considères tous les retours d'impôts après puis tout, là. Il y a déjà eu des programmes qu'on m'avait parlé, dans le fond, à l'époque de Snip, maintenant que tu me dis ça. C'est ça. Fait que tu as comme TechNation qui en est un au Canada, ça c'est au fédéral. Puis après ça, au provincial, tu as un crédit d'impôt remboursable. Fait que toi, tu vois ça comme un input positif. Ça, c'est excellent. Il faut absolument qu'on garde ça. Là. C'est vraiment, vraiment la seule chose qui fait probablement qu'on a encore le niveau de stage qu'on a là. Okay. Ensuite, moi, j'en ai regardé, puis c'est drôle parce que moi, j'étais un gars qui avait des excellentes notes à l'école, puis j'étais comme, c'est bien important. Puis là, je recrute, puis je suis comme, littéralement, j'ai engagé un stagiaire que son GPA, c'est vraiment pas bon, mais le gars, la première chose que je regarde, c'est, t'as-tu un GitHub? Y a-tu actif? Y a-tu des beaux projets dessus? Puis après ça, je fais un premier fil là-dessus, puis ceux que je vais interviewer, je vais aller voir leur projet. Ça ressemble à quoi le code qu'ils font? Tu sais, c'est-tu clean? Puis déjà là, avec ça, j'ai une bonne idée de, comme, t'es-tu un bon fit ou pas? Juste avec ça, puis... Fait que je pense que ça, c'est la chose que les juniors ne font pas assez. Là. Puis c'est sûr que c'est pas facile avec l'école, là, je peux comprendre, mais tu sais, les projets d'école, tout le monde fait les mêmes projets. Là. Fait que c'est comme tu te démarques pas. Fait que c'est la partie de démarcation. Quand tu reçois 100 CV, comment je vais prendre le tien plus que ton collègue? Là? C'est un des conseils que j'avais donné à Mathieu aussi, mon cousin. J'étais comme, dude, tu tripes sur, mettons, fantasy football, tu tripes sur n'importe quoi. On parlait de Donjon Dragon tantôt.
Pogne-toi là, un use case là, de genre, je veux builder une petite base de données que je peux chercher dedans de toutes le lore de telle édition de Donjons Dragons ou genre toutes les meilleurs scoreurs équipes de fantasy, n'importe quoi. N'importe quoi. Prends n'importe quoi que ça t'intéresse, genre. Tu veux actually que ça marche, cette affaire-là. Ben, c'est ça que tu vois la différence. C'est comme quand j'ai commencé, moi, c'était tous des projets pour le fun. T'sais, moi, je faisais des projets, puis j'adorais le software, puis j'étais comme, hey, je peux contrôler une machine, puis dire quoi faire. C'est insane, là. Quand tu y penses, là, c'est fou raide, là. Puis quand je le vois dans ce niveau-là, au stage, je sais que ce gars-là, je le veux, là, tu sais. Je suis comme, OK, il a pas juste fait ça parce que c'était populaire, l'engineering, tu sais. Il y a une vraie passion derrière, puis c'est sûr qu'en général, c'est un meilleur candidat de base, là. Tu vois-tu une couple de filles pareil aussi, des fois? De plus en plus. De plus en plus, c'est cool. J'ai envie de dire que c'est de plus en plus, puis je trouve ça cool. Moi, à l'université, j'ai parti le groupe. Ben, OK, pas officiellement, mais j'ai vraiment fait grossir le groupe étudiant d'informatique. OK, nice. J'ai organisé un paquet de conférences, puis un paquet de compétitions, puis tout. On organisait les délégations aux compétitions, puis tout ça. Cool, man. Puis on a eu nos 10 ans. Puis c'est cool, j'étais là la fin de semaine passée. On a fêté les 10 ans. T'es encore proche de la jeune génération. Ouais. Après toi, mettons. Ben, moi, j'ai toujours dit, aux États-Unis, il y a une affaire, tu sais, les alumni, là, aux États-Unis, c'est extrêmement fort. Puis, tu sais, ça revient encore au réseau, là. Ouais. Puis je trouve ça dommage qu'au Québec, on n'ait pas cette culture-là, là. Zéro. Fait que j'ai essayé toujours de dire, OK, ben, on s'est capable de créer ça au moins à Sherbrooke, tu sais, mon petit bout de chemin. 100%. Puis, c'est ça. Tu dis ça, puis je me suis fait rappeler par des écoles où je suis allé, puis je roulais des yeux, j'étais là, encore. Je le sais, mais j'aurais... Ouais, il y a quelque chose, je pense. Il y a quelque chose à faire là, puis je trouve que l'appartenance, c'est pas quelque chose... Puis dans le Canada anglais, c'est un peu plus déjà. C'est pas au niveau des États-Unis, mais tu sais, souvent, ta première job aux États-Unis, c'est parce que c'est genre ton réseau de contacts de l'université qui te le donne. C'est le père de l'autre qui est rendu genre dans telle compagnie, puis qui te fait donner une entrevue. T'as raison, donc. Non, mais c'est cool que tu les fasses, ces efforts-là. Puis ça montre aussi que tes babines suivent tes bottines suivent tes babines. Exactement. Toujours de la misère avec ça. J'ai une dernière question par rapport aux jeunes devs juniors. Ouais. Tu sais, pourquoi est-ce que un ou une dev senior, mettons, est bon pour apprivoiser puis enligner un cursor ou un windsurf ou un Claude Code? C'est parce que ils ont le système 1 développé. C'est-à-dire que leur réflexe, leur intuition de genre être capable de comprendre rapidement un code base, de la manière que tu calls une fonction, je sais pas quoi, moi je suis pas dev, ils l'ont d'intégrer, tu sais, ils l'ont intériorisé, disons. Fait que les bons patterns, ouais. Les bons patterns, ouais. Mais au début, quand tu commences ta carrière de dev, tu as ces outils-là méga puissants qui peuvent te générer une chier de code à pu finir. Puis que tu peux genre prompter à l'infini de fix this bug. Fait que comment tu fais, qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes devs pour aller les intérioriser, ces bons patterns-là puis ces bonnes bases de code-là? Je sais pas, genre. Je pense que la solution poche, c'est de genre pas l'utiliser pour un bout, là. Pour certains trucs, peut-être. Ouais. Puis c'est drôle parce que c'est ça, on a comme la fin du monde qui n'ont pas eu de Gen AI avant qu'ils commencent à programmer, là. Puis c'est ça, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire, le monde qui ont tout le temps eu ça, là. Tu sais, moi, il a fallu que j'aille sur Stack Overflow puis je me fasse genre call out pour être poli sur Stack Overflow parce que mes questions étaient niaiseuses puis tout, puis genre essayer de comprendre avec des exemples pas vraiment comme ton code, là d'essayer de t'appliquer ça à ton problème à toi. C'est quelque chose que maintenant les AI tu lui demandes puis il va te l'adapter, puis il y a des bonnes choses, mais c'est ça, le désavantage, je trouve que c'est tu cherches pas dans doc autant, t'apprends pas nécessairement à aller, parce que un des gros trucs, le code là, c'est genre pas tant une grosse partie de notre travail. Là. Puis ça va être de moins en moins une grosse partie de notre travail avec le Gen AI, c'est de comprendre c'est quoi les requirements, de traduire ça, des requirements de personnes genre business à du code, de voir comment on va évoluer ça dans 6 mois pour pas que justement si on fasse une architecture que dans 6 mois il va falloir scraper au complet parce que ça répond plus aux besoins. Fait que c'est tout ça qui est comme ça s'apprend. Le Gen AI, le code là, c'est comme l'artefact. C'est la dernière étape, puis c'est comme pas vraiment ça notre job en réalité. Là, on n'est pas des coding monkeys. Là, fait que, mais on n'est plus, mettons. En tout cas, ouais c'est ça. Peut-être qu'il y a eu une époque où les gens l'étaient plus, mais ouais. Ben, je pense, parce que moi, mettons, je le vis à une plus petite échelle avec l'écriture puis la rédaction. Moi, man, j'ai vécu dans les livres quand j'étais jeune. J'avais un imaginaire
Genre, moi j'avais tout. toujours soif d'histoires de fiction. J'écrivais des histoires de fiction. Plus tard, j'écrivais de la poésie, j'écrivais du rap, j'écrivais des essais personnels. Après ça, mon début de carrière, c'était contenu marketing, des petits articles de blog, d'autres, j'en ai écrit des centaines, tu sais. Puis après ça, ben, je me suis mis à genre podcaster, à réécrire mon info là. Mon muscle de genre consommer de l'écriture de qualité puis d'essayer d'en outputter de la popée, il est quand même développé. Puis je le vois, man, quand genre en fonction de différents prompts, différents projets que j'ai dans Cloud ou ChatGPT, les outputs, des fois, quand je suis patient, je vais être capable de te dire, mettons, pourquoi c'est pas bon, genre. Puis, OK, non, on fera pas ça. On va mettre ça à place. Puis genre, il y a comme un fil quand même à cette écriture-là. C'est ça. Mais c'est ça, mais si j'avais pas passé à travers tout ce que je viens de te dire, je serais pas capable d'avoir ce fil-là puis de savoir quoi bouger à gauche ou à droite. Fait que je pense, comme toi, man, que je dirais à quelqu'un, tu vas être un esti de bon writer. Sure, aide-toi pour ton édition, ta correction, ton idéation, mais genre, man, écris des affaires, genre, sur une page blanche, puis casse-toi les dents. Puis c'est dur, même moi, quand je retourne avec pas de Gen AI, je suis comme, je file slow. Vraiment plus slow à écrire, puis je suis comme, hey, c'est pénible. Mais c'est important de le faire, tu sais, c'est ça. Faut le voir comme étant avant que tu utilises ta calculatrice, tu as fait tes additions genre sur papier, ben c'est ça qu'il va falloir qu'on fasse. Tu sais. Puis sûrement qu'il va falloir qu'on essaye de l'incruster ou de l'insérer dans le système probablement d'éducation à quelque part, genre. Ben déjà là, je pense que les examens, ils vont être de plus en... Déjà là, ils étaient déjà en présentiel, là, faut que tu tapes du code. Bon, ça, j'ai toujours eu un gros débat à quel point c'était utile dans mon temps, là, versus, mais je pense qu'ils n'auront pas le choix de faire ça d'une manière ou d'une autre. Là. Parce que sinon, ça va être... C'est ça. Tu sais, je veux dire, quand j'ai appris du C++ puis des pointeurs puis toutes ces affaires-là pour les monde, c'est comme des sujets techniques que si je demande notre général, il va me le faire parfaitement, mais j'aurais pas compris ce qui se passe en arrière. Je le vois, moi, là, j'en génère du software avec les Lovable de ce monde ou les Manus de ce monde, puis quand il y a quelque chose qui bug, dude, j'ai aucune idée what the fuck is up. Là, genre, je fais juste y dire, il y a quelque chose qui bug, je fais des copies. En fait, je fais comme tu faisais dans Stack Overflow, là, tu sais, genre, je copie des écrans, je les envoie là, je dis fixe ça marche pas. Je pourrais pas te dire. Non, c'est ça. Fait que, OK. All right, man. Ben, merci pour cette grosse parenthèse-là. Ça m'intéresse vraiment. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui écoute aussi, qui soit ils embauchent des gens, ou soit eux, ils veulent que leur carrière s'en aille vers là. Fait que c'est bon qu'on en ait parlé. All right, folks. Un petit shout-out à Leviat Légal, partenaire certifié Ça se passe. C'est le cabinet tech-enabled pour toutes vos deals, transactions, du financement VC aux stock options. Basically, des programmeurs en cravate. Donc, check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis, manquez pas l'épisode 73 du pod avec Guillaume, le founder. Il y a des bonnes pépites. OK, de retour au pod. OK, avant qu'on se rende à Kaido, il y a eu un passage par une autre compagnie, si je ne m'abuse, de ton côté, qui s'appelait The Ticketing Co. C'est une compagnie qui s'est fondée? Non, c'est ça. J'ai juste aidé Dans le fond, après l'université, j'ai fait du consulting. Gotcha. OK, fait que c'est un client. C'est un client. C'est ça que ça donne à être... Moi, en sortant de l'uni, je voulais prendre une année de break, puis ça donne que c'est une année de pandémie, fait que c'est pas la meilleure année pour prendre une année de break. Un vrai break. Fait que j'ai commencé à faire un peu de consulting. C'est un de mes bons amis qui m'a dit « Hey, j'ai telle affaire à auditer. » Moi, je faisais des audits de AWS, là, le plateforme cloud. Là. Ah ouais, OK. Fait que j'ai fait beaucoup d'infrastructures. Fait que là, j'ai dit ça, j'ai dit, hey, ça va pas bien ton projet, là. Puis, c'est ça. The Ticketing Co, c'était une plateforme de ticketing aux États-Unis que les gars, il y avait 2 gars avaient parti en musique. Ben cool, là. Surtout pour les musiciens indépendants, les bars, les petites affaires de même. Nice. Puis, il avait fait comme une V1 qui avait outsourcé à une compagnie. Puis ça, c'est une affaire, là. L'outsourcing, là. Ça marche pas, OK? Faut qu'on arrête de faire ça en tant qu'industrie, surtout si t'as pas un CTO qui connaît parce que tu vas t'en faire passer des bonnes. Puis ils s'en sont fait passer des bonnes. Fait que là, tu sais, je dis genre, ça n'a pas de bon sens. Il y a rien à faire avec ça. Là. Genre, fait que finalement, pendant la pandémie, il avait mis beaucoup d'argent là-dedans, là, genre plusieurs centaines de milliers de dollars. Puis on a tout scrappé ça. Puis on a reparti une système. Puis là, je suis vraiment content. Puis ça m'a donné comme une expérience de comme partir de zéro à genre un produit qui génère aujourd'hui qui transite des millions de dollars en tickets aujourd'hui par mois. Là. Mais là, Émile, faut que je t'interrompe, man. Parce que, man, ce que t'as fait, OK, toi, t'es arrivé dans un codebase existant qui a été développé par une compagnie extérieure, disons, là, que sous-traitance. Ouais, sous-traitance, ouais.
qui avait coûté des centaines de milliers de dollars. Ouais. Puis là, il y avait une personne responsable de cette compagnie-là qui était ton point de contact. C'est un de mes amis, ouais. Fait qu'il fallait Shout-out Gabriel. Shout-out à Gabriel. Bon, fallait que Gabriel ait crissement confiance dans Émile pour que tu arrives et tu fasses écoute, buddy, il va falloir crisser ça à terre puis le faire. Fait que ma question pour toi, c'est il y a plein de devs freelance qui écoutent ou de devs en agence, des fois qui écoutent, qu'eux, ils arrivent dans les projets existants. Puis là, il faut qu'ils break the news au client, genre de hey man, d'après moi, tu t'es fait flibustier ou je sais pas c'est quoi le mot, tu t'es fait avoir. Là, genre, comment tu fais pour dire ça, genre, comment? Ça a été une évolution, mais tu sais, aussi, il faut que tu aies quelqu'un de technique. Parce que si ça avait juste été les deux autres gars, il n'aurait pas voulu repartir de zéro. Il faisait confiance à Gabriel, puis ça a été ça le point de contact. Mais c'est parce que le gars, c'est ça, ils s'en sont fait passer trop, là. Parce qu'il n'y avait pas un gars technique à chaque étape pour dire genre ça, c'est pas correct. Ça, c'est... Puis tu sais, il se faisait charger des montants ridicules pour des petites affaires, puis... Mais ça, je veux dire, ça aurait pu, dans un monde, peut-être pas celui-là, mais ça aurait pu faire refléter mal sur Gabriel, ça. Ouais. Mais lui, il venait de commencer. Il est arrivé il cherchait un gars, un troisième co-founders technique, puis c'est ça, lui, il m'a embarqué dans ce projet. C'est pas lui qui avait fait les calls de non. cette firme-là, il va faire ça. Non, c'était avant, c'est ça. Fait qu'il y avait quand même un bon capital. C'est sûr que c'était une décision sûrement extrêmement difficile à l'interne de Lowerball, mais ça a été la bonne décision, puis maintenant, c'est une belle compagnie qui va très bien. Là. Mais tu sais, j'ai eu aussi d'autres affaires que ça s'est pas passé comme ça aussi. Parce que le consulting, là, ça, c'est la belle histoire de consulting, mais j'en ai d'autres rock'n'roll? Ouais, surtout des grosses compagnies. Plus la compagnie est grosse, plus c'est compliqué. Ouais. Parce que là, t'as fait du consulting combien de temps en sortant de l'Uni, genre? Jusqu'en 2021, là, j'ai encore un contrat que je fais, là. On en reparlera peut-être un peu plus tard, mais principalement, j'ai pas mal arrêté là, en 2021, fait que 3 ans à peu près. Là. Ouais. Puis ça, tu le voyais comme définitivement une source de revenus tout court, mais aussi une forme d'apprentissage ou d'expérience. Apprentissage aussi, c'est drôle parce que j'y repensais puis j'ai comme pas vraiment eu de job full-time là, à date. Là, mettons, sur le payroll de X compagnie. À part mes stages, là, mais... Je sais pas, je suis un peu un contarien dans la vie, là, comme on m'a offert des jobs, là, en sortant de l'Uni, justement, la dernière compagnie Unified ID m'offrait 120 000 Américains, j'aurais pu déménager en Silicon Valley, faire ça, puis j'ai comme 120 000, par exemple, t'aurais habité d'une boîte de 4. Ouais, tu fais pas... J'exagère. Non, mais c'est quand même vraiment cher. Là. Je pense que je payais genre 3 000 US par mois ma chambre quand j'étais là, quelque chose de même. C'est salé, hein? Ouais, c'est ça. Fait que... Mais c'est ça, c'est l'expérience. Ouais, c'est ça. Mais j'aime aussi, je value vraiment mon temps. Là. Fait que tu sais, ce que j'aime du consulting, c'est que c'est ça, tu travailles pas nécessairement temps plein, puis ça te permet de faire des projets sur site. Puis c'est ça, j'ai commencé en même temps, j'ai commencé aussi Graphmetrics, qui était comme une petite start-up, un petit projet. Dans le fond, je m'étais rendu compte que les API GraphQL, c'est comme une technologie web là, qui était quand même vraiment populaire il y a une couple d'années. Là, c'est pas mal moins populaire que c'était. Puis j'avais remarqué que c'est dur d'avoir des métriques avec GraphQL. C'était vraiment technique là, comme problème, mais c'était dur pour moi d'avoir des métriques à des coûts abordables. Fait que j'avais essayé de partir une petite compagnie. Puis j'étais comme vraiment dans la mentalité ingénieur. Je vais le bâtir, puis je vais avoir des clients, puis ça va bien aller, puis tout. Puis genre, ça va pas être trop cher, blablabla, ça va être facile. Mais tu sais, c'est ça. J'ai comme déchanté assez vite. Fait j'ai travaillé là-dessus sur une couple de mois, puis après ça, avec un de mes amis, on a décidé juste d'arrêter ce projet-là. Mais tu sais, c'était ma première comme expérience vraiment à mon compte. Il n'y a pas eu d'entreprise avec ça. Mais tu sais, ça m'a dit genre, OK, même si tu bâtis de quoi... c'est pas vrai que tu vas avoir des clients demain matin. Puis, mais c'est bon de pogner cette leçon-là le plus tôt possible avec le moins de dépenses d'investissement engagées dans l'initiative possible. Exact. Mais, tu sais, du parcours que tu as décrit à date, je retrace ou je vois une fibre qui est quand même high agency, là, pour utiliser un terme qui est un peu cliché, mais genre t'es capable de créer des trucs, genre, puis de make shit happen. Tu génères de la nouveauté dans l'univers, mettons. Mais ça veut pas nécessairement dire que t'aurais la branche de prise de risque. Right? Dans un profil entrepreneurial, t'as, oui, la capacité à make shit happen, mais t'as aussi la capacité à tolérer puis tanker du risque, genre. Je pense que si tu t'intéresses... Ouais. Tu es où là-dedans, genre? Moi, je suis quand même capable. Je vis comme un étudiant. OK, t'es comme... je niaise un peu, mais tu sais, frugal. C'est très frugal.
c'est pas pour tout le monde. Moi, ça me dérange pas de pas dépenser, là. C'est genre, je suis pas... y en a qui trouvent que c'est cheap, mais genre, ça dépend. C'est un lifestyle. Puis j'étais encore dans le mouvement un peu FIRE, là, tu sais, c'est quoi? Explique pour ceux qui... le mouvement FIRE, c'est quoi déjà l'acronyme? C'est Financial Independence Retire Early. Moi, le Retire Early, ça m'intéresse pas, mais le Financial Independence m'intéresse beaucoup de dire... Il y a d'autres mondes qui disent du fuck you money, là, un peu, là. Fait que c'est ça, c'est un peu ça de dire, ben, si t'arrives à réduire ton lifestyle puis à faire assez d'argent pour être correct, ben, tu peux prendre beaucoup plus de risques, tu sais. Mm-hmm. Parce que t'as pas besoin de ta job, genre, puis c'est correct aussi, le monde qui veut dépenser beaucoup puis avoir une grosse job, c'est correct aussi. Il y a pas vraiment, mais moi, c'est mon lifestyle, c'est vraiment low cost qui me permet de faire des projets puis de faire quelques heures de consulting qui vont payer mon tout, puis après ça, je suis libre de faire ce que je veux. Il faudrait que j'aille vivre genre 6 mois avec toi, dude. C'est que j'aurais besoin d'être plus frugal. Mais je suis moins pire que j'étais. Mais c'est parce que moi, j'ai jamais été vraiment frugal, dude. Puis là, quand on a exit, tu comprends que j'étais là, fuck la frugalité, buddy. Ouais, ce que je veux. Après ça, j'ai starté une compagnie, puis là, j'ai commencé à faire, va falloir être un petit peu plus économe. Ouais, c'est ça. Il y a une balance à avoir. Je pense que j'étais peut-être trop dans l'extrême des fois, puis là, je m'en viens correct, là. Fait que c'est correct. C'est très cool, man. C'est très, très cool. Puis ça... Puis aussi, une affaire que je voulais dire, c'est comme quand tu fais du consulting, tu sais jamais quand tu vas être payé. Genre, littéralement, des fois, tu vas être payé 6 mois après. Fait faut que tu sois capable de gérer ton argent genre ultra bien parce que t'as pas ton paycheck à toutes les 2 semaines. Fait que, OK. Fait que t'essayais-tu de moduler dans tes contrats, offres ou prépaiements? Non, mais c'était plus de, tu sais, genre, au minimum, là, tu vas être payé une fois. Genre, dans le meilleur des cas, t'es payé une fois par mois, mettons. Ça, c'est le meilleur des cas. Ouais. Fait que faut que t'arrives à, genre, gérer ton argent comme du monde, là. Puis si pendant 2 mois ou 3 mois, t'es pas payé, faut pas que tu meurs, là. Fait que c'est plus cette aptitude-là ou cette rigueur-là à avoir qui te permet, après ça, je trouve, hey, je pars Kaido, j'ai pas de revenus pendant 6 mois, genre. Alright, je suis correct. Je suis correct, je suis habitué, je suis capable de planifier mon truc. Je fais ma comptabilité d'entreprise depuis forever. Je suis capable de gérer. C'est ça. Fait en tout cas. C'est vraiment un bon point, man. Vraiment, vraiment un bon point. C'est la prise de risque. Je pense que n'importe qui peut partir une business, mais faut que tu te donnes les chances de réussir. Parce que j'en ai vu des entrepreneurs que comme après 6 mois, ils run out de cash. Leur idée est pas mauvaise, mais il faudrait qu'ils raise. Ouais. Ça, c'est correct aussi. Nous, on pourra en reparler, mais nous, on est bootstrap. Mais soit tu raises, soit faut que tu repognes une job, puis là, ça kill ton momentum complètement. Ouais. Mais le fait de voir le consulting comme une manière de générer des revenus, garder un pan de liberté, mais développer le muscle de gestion du cash flow que tu vas avoir à exercer dans ta business. Définitivement, oui. C'est ça. Ouais, non, c'est un esti bon framing, man. Fait que merci pour ça. Là, on va arriver dans la viande, là. Parle-moi de Kaido, genre, c'est-tu à travers ce consulting-là que tu as eu un haha moment ou dans un stage? Même pas. C'est un de mes cofondateurs, c'est un de mes amis du secondaire. Sweet. Avec qui j'ai appris à programmer. Que lui a été faire plus tout l'aspect sécurité offensive. Fait que lui, il est aussi un peu contrarian, un peu comme moi, là, que genre, après l'université, lui, il a été faire ce qu'on appelle du bug bounty hunting. Ouais. Fait que du bug bounty hunting, pour le monde qui ne savent pas, c'est quoi? C'est essentiellement, t'as des compagnies qui vont sur des plateformes comme HackerOne, BugCrowd, YesWeHack, puis les compagnies vont établir un programme de bug bounty. Puis là, quand toi, tu trouves une faille dans leur système informatique, tu reportes cette faille-là au programme, puis là, tu te fais payer selon la sévérité de ce que tu as trouvé. Fait que lui, il a fait ça, puis il était rendu dans le top 100 mondial. Il était invité dans les événements de HackerOne. Il voyageait, genre... Il en trouvait des bugs. Oui, puis c'est très, 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 très payant là, quand t'es bon. Là. C'est un marché un peu comme les Twitch streamers. Tu as 1% du monde qui font la majorité du revenu. Là, c'est une courbe exponentielle. Fait que quand t'es dans le 1%, tu fais du money. Là. OK, je savais pas ça, dude. Ouais. Dans ma tête, c'était tout des peanuts. Hein. Non. C'est comme un peu... un système d'influenceurs. Là, ça ressemble vraiment à la Twitch game. Genre, ça ressemble vraiment à ça parce que t'as les gros hackers qui ont comme... Tu vois, ils font... il y en a un qui me fait toujours rire parce qu'il pose tout le temps en première classe puis il fait des selfies genre sur LinkedIn puis tout. Un hacker? Ouais. Ben, il fait genre plus qu'1 million par année. Là, fait que, tu sais, genre... Baller hacker. C'est ça. Fait qu'il y a comme un lifestyle qui vient avec ça aussi. Mais tout ça pour dire que lui, il a fait ça pendant un bout. À un moment donné, cette année.
Puis tout le monde, en ce moment, on est dans notre industrie, on est avant qu'on arrive, c'était un monopole. Essentiellement, il y a une compagnie qui existe depuis plus que 20 ans maintenant, qui est une compagnie au UK qui fait un software qui est notre compétiteur. Peux-tu le nommer? Ouais, ça s'appelle Burp Suite. Burp? Ouais, Burp. Comme un rat, ouais. Genre? OK. Ah ouais. Pire, non. En tout cas, c'est correct. No comment. Mais c'est ça. Fait que tout le monde utilise ça. C'est un software en Java. C'est une app Java, heavy desktop, cool. Genre old school qui consomme des gigs et des dizaines de gigs de RAM. Vraiment pas optimisé, ça crache souvent. Okay. Fait qu'on on est là-dedans il y a comme 4 ans. Fait que lui, il se tanne de ça, puis il dit, OK, bon, qu'est-ce que je sais faire? Moi, je connais ce software-là, je trouve que c'est vraiment pourri. Ouais. Faisons quelque chose. Fait que là, il vient me voir, ben, lui, c'est pas un dev. Il est devenu dev au fur et à mesure, mais tu sais... Comment c'est pas un dev s'il est dans les top... les hackers, ils savent pas coder pour une scène. J'ai vu des gars, là, c'est des machines, là, ils vont te popper des XSS ou plein de types de vulnérabilités, là, des SSRF, le monde, ils pourront aller voir si ça ressemble à quoi, mais tu sais, plein de types de vulnérabilités super fancy en web, ils comprennent le protocole web, genre, puis ils ont jamais codé une ligne où ils codent, mais genre quasiment pas. Là. Fait que c'est plus une compréhension du réseau, des failles dedans, des paquets, comment tu dirais ça? C'est plus une compréhension des behaviors, unintended behaviors. Ça fait qu'en français, ça serait genre comportement non intentionné. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils vont trouver, admettons, genre un truc que toi, t'as pas pensé en tant que développeur, puis là, ils vont exploiter ça pour aller plus loin dans leur faille. Fait qu'ils sont capables de comprendre la logique derrière, puis c'est pour ça que ça demande énormément de créativité d'être un hacker, c'est parce que c'est trouver les trucs que les développeurs n'ont pas pensé de l'autre bord, essentiellement. C'est ça que tu exploites. Fait que... C'est pas intéressant. Ouais. Vois-tu, j'ai fait le parallèle un peu de noob dans ma tête de si t'es un bon hacker, t'es un bon programmeur, t'es un bon hacker ou vice-versa, mais pas nécessairement. Pas nécessairement. Mais par exemple, je trouve que c'est un skill incroyable à avoir comme développeur, d'être capable de comprendre comment le monde va t'attaquer. Parce que ça t'aide à faire du meilleur code, puis pas tomber dans le panneau, essentiellement. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve que les universités enseignent pas. OK. Fait que là, lui, son nom, c'est quoi déjà? Yann Bouchard. Yann. Ouais. Salut Yann. Yann, est-ce que vous étiez potes jeune, mais aviez-vous gardé contact? On a gardé contact à travers les événements. Tu sais, je te disais, j'étais dans les assos étudiantes. Fait qu'on faisait des compétitions. Lui était à l'Université Laval, moi, j'étais à Sherbrooke. Fait qu'on était en compétition souvent. Okay, nice. Fait que c'est ça, on a gardé contact quand même. Puis après ça, on est comme revenu vraiment plus avec ce projet-là. Là. Fait que lui, il a dit, j'ai une idée, je pourrais faire un peu cette app-là de cybersécurité, mais mieux puis plus moderne. J'ai besoin d'un dev. Ouais, Émile, il sait faire des apps. C'est pas un pingouin, je vais reach out. C'est ça. OK, fait que ça, c'est comme la genèse de vous deux ensemble. Ouais, exact, c'est ça. Puis Chris, c'est notre 3e cofondateur. Puis lui, c'est un des amis à Yann. Fait qu'il a comme parti ça avec lui parce qu'il m'a embarqué là-dedans. Gotcha. Fait que c'est ça. Ça, on est en 2021. Mi-2021, ouais. All right. Fait que est-ce que, parce que c'est facile de critiquer les incumbents, puis les géants, puis les old school. Là, après ça, j'ai appris beaucoup de leçons avec ça. C'est ça. T'arrives pour en refaire puis compétitionner contre eux, t'es comme, oh, si bon. Moi, j'étais comme, dans 6 mois, on a un produit on market, on a gagné 10% des parts de marché, on est good. Ouais. Puis là, ça fait 4 ans, puis ouais, c'est ça. The rest is history. Fait que, super. All right, folks, le Spotlight partenaire du mois, c'est YAC, une boîte de cybersécurité spécialisée en sécurité offensive, tests d'intrusion, scan de vulnérabilité, Red Team. Ils ont tout ce qu'il faut pour gentiment vous hacker. Que vous soyez rendu à obtenir une certification comme SOC 2 ou ISO 27001, à lever du financement ou juste à vouloir prévenir les cauchemars de sécurité, YAC peut vous aider à sécuriser votre app. Tu sais ce qu'on dit, quand ta sécurité est pas affectée, t'as 1000 petits problèmes en SaaS, mettons. Mais quand ta sécurité est affectée, t'en as juste un problème, puis il est pas petit. Fait que check out ma conversation avec Cindy Felt, où on jase de tout ça et de plus sur saspace.com/partenaire avec un S/YAC, Y-A-C-K. saspace.com/partenaire avec un S/YAC. Sinon, vous pouvez les checker, la boîte, leur service, la gang, directement sur YAC.one. YACK.one. YAC.one. OK? De retour au pod. Comment... Ben, je pense que ça vaudrait la peine à ce stade-ci de l'histoire de bien expliquer ce que Kaido fait. Ouais. Puis on va essayer de le vulgariser ensemble. Ouais, on va essayer de le vulgariser, ouais. Fait qu'essentiellement,
quand tu as ton browser, que tu interagis avec un site web ou un API, fait que je sais pas si... l'API, c'est comme la partie back-end, là, fait que c'est ça. Une manière que les applications se parlent entre elles. Exact, c'est ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer entre le browser puis le serveur que tu communiques. Fait qu'on intercepte tout le trafic qui se passe entre les deux. OK. Puis là, on te permet à la personne de filtrer, trouver des fois aussi, il va y avoir des détections automatiques. Fait que tu vas faire des checks automatiques pour voir, ça, il y a peut-être quelque chose là. Nous, on est vraiment dans la partie manuelle. Fait qu'il y a vraiment deux types. Là. Il y a la partie automatique, que ça va être des scans automatisés. Fait qu'on va essayer des patterns de vulnérabilité communs pour voir si c'est ça. Puis il y a la partie manuelle qui est plus comme là, c'est là la créativité va embarquer pour dire, OK, il y a ce genre de pattern-là que je reconnais. Ça, c'est potentiellement tel genre de vulnérabilité, je vais aller l'essayer. Okay. Fait que nous, on est plus là-dedans, définitivement. On commence à faire un peu plus de trucs automatisés. Fait que dans le fond, le but, c'est vraiment de donner une boîte à outils de j'ai du trafic qui passe, je l'analyse. Après ça, je vais le modifier, puis je vais le renvoyer au serveur pour voir c'est quoi le comportement. Fait que, tu sais, le serveur, il envoie ID égale 1. Tu sais, je veux le user 1. Bon, ben, le hacker va essayer ID égale 2. J'ai-tu encore accès? Fait que, tu sais, c'est des patterns de même. Fait que lui, le hacker va détecter le pattern, ID égale 1. Il y a peut-être quelque chose d'exploitable là. Puis après ça, il va aller faire l'étape manuellement ou automatiquement, si c'est un scanner, de le... Fait que, raconte-moi une anecdote fictive ou inspirée d'une histoire vraie de si je n'ai pas une boîte à outils comme Kaido à ma disposition pour sécuriser mon application web, disons. Ouais, c'est pas nécessairement web. Pas sécurisé. Pas sécurisé. C'est trouver des failles. Fait que c'est comme... Pour trouver... comment je pourrais donner ça comme analogie? C'est pas un problème nécessairement évident en dehors, mais il y a d'autres analogies, je suis sûr. J'ai pas besoin d'une analogie nécessairement. Je veux que tu m'expliques la souffrance ou le problème que je vais vivre si je n'ai pas utilisé une boîte à outils comme la tienne pour trouver ces vulnérabilités-là. Le but à la base, c'est qu'il faut que tu accumules toute la data. Fait que tu vas avoir potentiellement des centaines de milliers de requêtes dans ton dataset. Ouais. Dans lequel tu vas vouloir trouver une aiguille qui est une possible porte d'entrée. Fait que, tu sais, si tu as genre 300 000, 1 million de requêtes, comment tu fais pour filtrer à travers ce truc-là? Fait qu'il y a plusieurs manières de faire. Mais nous, c'est comme tu peux écrire du code dans un notepad, là, ou à main, mais à un moment donné, tu vas avoir des outils pour aller plus vite. Fait que c'est essentiellement ça qu'on va faire pour te donner, mettons, un petit langage, un petit truc, on appelle ça un Domain Specific Language, un DSL, comme il y en a plein qui ont ça pour filtrer. Comme quand tu fais une recherche Google, peu importe, des fois, tu peux mettre des trucs entre quotes, mettons, ou des affaires de même. Fait que c'est le genre de truc-là qu'on appelle un DSL pour te permettre d'aller filtrer puis trouver, je veux que tu me sortes toutes les requêtes qui ont telle caractéristique. Fait que là, j'ai une liste de portes d'entrée. Puis là, moi, après ça, en tant qu'hacker, je vais prendre ça. Puis, il me faut un outil pour renvoyer la requête puis analyser la réponse. T'sais. Fait qu'il me faut juste l'aspect visuel. Puis, il y a 100 000 façons de renvoyer une requête web. Les back-ends le font. Il y a des programmes en command line qui le font. Puis, les devs vont connaître Postman ou des trucs comme dans ce genre de trucs-là. Fait que nous, on est un peu comme un postman aussi. On permet de renvoyer des requêtes. C'est pas nécessairement facile à vulgariser, fait que j'essaie de... Non, c'était super bien la tirade que tu viens de nous faire, man. T'as une botte de foin, des meules de foin, en tout cas des balles de foin, qui sont des milliers ou des centaines de milliers de requêtes. Là-dedans, il peut y avoir une aiguille qui exploite une vulnérabilité dans ton système. Potentiellement, ouais, c'est ça. Fuck shit up, right? Moi, ce que je veux que tu me racontes, c'est... Donne-moi un exemple de qu'est-ce qui arrive quand shit is fucked up. Quand shit hits the... Ben, c'est ça, il y a comme... Ça, c'est vaste. C'est vraiment vaste. Récemment, OK? Des fois, j'utilise mon propre produit, il faut dog food. Ouais. Fait que là, c'est ça, j'ai essayé un nouveau produit qui fait de la doc pour nos API, de la doc automatique. Puis là, je me rends compte que ils ont un API quelconque qui me permet de attaquer des websites. Ben, pas attaquer, mais comme envoyer une requête à un site web particulier. Ils ont un genre de proxy quelconque. Puis c'est assez ouvert. Fait que là, tu sais, je commence. Puis là, tu sais, mettons, quand tu regardes un URL, des fois, tu as genre quelque chose égale quelque chose là en haut. Là. Les paramètres. C'est ça, les paramètres. Fait que là, je vois ça. Puis là, je vois un autre URL là-dedans. Ça m'allume une lumière. Quand il y a un URL dans un paramètre, ben ça veut dire qu'il y a peut-être une porte d'entrée que si je mets un URL spécifique, je peux aller voler des secrets de l'entreprise. Fait que là, j'ai commencé à genre... Puis il y a des URL spécifiques. Quand tu es sur, mettons, GCP ou Google Cloud Platform ou Amazon, tu as des URL internes que si tu arrives à hit,
t'as des credentials qui permettent de rentrer dans le compte d'AWS de la personne. OK, ouais. Fait que là, c'est ça, je hit ce URL-là, puis en effet, il est accessible. Fait que là, je l'ai reporté à la compagnie, ils m'ont donné un petit bounty. Mais si t'avais été un black hat mal intentionné, qu'aurais-tu pu faire? Ce que j'aurais pu faire, c'est que j'aurais pu essentiellement, selon là, j'avais accès à leurs credentials. Fait que là, j'aurais pu rentrer dans leur environnement GCP ou AWS, puis là, voir est-ce que ces credentials-là, ils ont des permissions particulières. OK, je peux-tu pigner la base de données directement? Je peux-tu me connecter à ça? Je peux-tu lire des secrets? Un secret, ça veut dire quoi, là? Un secret, c'est comme... en fait, c'est... Un secret, c'est admettons que j'utilise Stripe. Okay? Pour que Stripe, l'API de Stripe m'identifie puis me permette de faire une opération comme retirer de l'argent ou biller mes clients, il faut que j'ai un secret qui me dit « OK, oui, t'es vraiment la vraie personne. » Ça peut être un string de... C'est ça va être un string random, peu importe, ou des caractères spéciaux ou des trucs comme ça. C'est bon. Puis le but, c'est d'aller voler ça, évidemment, parce que c'est là que les gens vont faire de l'argent. All right. Fait que si... Kaido n'existait pas dans un monde hypothétique. Ouais. Puis moi, je veux monitorer, identifier des vulnérabilités dans mon app. Ouais. Comment je règle ce problème-là, tu sais? Avec quel genre d'outils? C'est ça, il y a différents niveaux. Okay. Fait que, tu sais, quand tu es une personne lambda, tu vas plus aller vers un scanner automatique parce que ça va te retrouver. Puis là, il y en a plein. Souvent, on appelait ça des DAST, là, des Dynamic... Attack System? Ouais. Non, c'est pas ça, mais je me souviens plus. J'ai pas le truc par cœur. Mais le DAST, c'est essentiellement, ça va scanner ton site web, ça va te redonner des vulnérabilités. Puis ça, c'est correct. Ça va te donner le pire, essentiellement. L'affaire la plus de base que tu n'as pas regérée. Mais ça va pas nécessairement te donner comme l'entièreté des vulnérabilités qu'il y a. Okay. Fait que là, c'est là qu'on a souvent des pen tests qui vont être faits par des firmes comme Yak, qu'on parlait avant. Explique c'est quoi un pen test. Ouais. Un pen test, c'est vraiment que mon application, à un moment donné, puis ça, on en verra, là, mais un pen test, c'est à un moment donné, on va prendre une photo de ton application, puis on va essayer de l'attaquer le plus possible. Puis on va te régénérer un rapport qui va dire OK, tu as des failles là. Mais c'est fait pour penetration testing. Ouais, c'est ça. Il y a différents types de... On s'en va... Historiquement, on était comme on fait un pen test par année, on est sécuritaire. Gros quote. OK? Maintenant, le monde a compris que c'est pas parce que tu fais un pen test par année, je veux dire, tes trucs, ils changent au fil de l'année. Ouais, fait que tu testes en continu. C'est ça. Fait que le test en continu, ça s'en vient de plus en plus. Fait que c'est un des mix entre ça. Fait que nous, notre outil, ça adresse vraiment à du monde qui connaissent leur affaire un peu. On s'en va de... C'est sûr qu'à terme, là, on aimerait ça se rendre dans un point où on peut le donner à du monde qui sont pas nécessairement des hackers. Là, mais si tu sais pas ce que tu fais un minimum, là, ça va pas être facile, mettons. Là. Tu vas pas avoir un moment intéressant dans notre software. Là. Je comprends. Okay. Fait que ton ICP, Ideal Customer Profile, si tu avais à me le décrire aujourd'hui. C'est ça. On en a 3. Fait que le principal, en ce moment, c'est les bug bounty hunters. Fait qu'on parlait du monde qui vont attaquer. Comme Yann faisait. Ensuite, on a les firmes de pentest. Fait que les firmes comme Yak, comme il y en a un paquet, les KPMG de ce monde aussi, peu importe. Fait que ça va de très petit à très gros, là, les firmes de pentest. Ouais. EY en font. Puis c'est vraiment une game très, très large. Là. Il y en a partout sur la planète du monde de pentest. Moins vous payez cher votre pentest, moins il vaut cher. Ça, c'est quelque chose à retenir parce que le monde, souvent, ils veulent pas payer. Mais si tu payes pas, tu vas avoir un scanner automatique. Puis, tu sais, je veux dire, ce qui coûte cher, c'est l'humain. Fait que s'il n'y a pas le temps de faire... OK. En tout cas, petit aparté. Mais c'est parce que c'est souvent un race to the bottom, là, les pentests. OK. Dans votre milieu. Là. Ouais. Parce que c'est ça. Il y a tout le temps du monde qui vont dire « Ah, je suis moins cher que l'autre. » Mais bon, la qualité du travail n'est pas facile à... OK. Intéressant. J'avais pas ça. Fait que ça, c'est notre deuxième ICP. Puis le troisième ICP, c'est plus comme les équipes internes dans des grosses compagnies. Fait qu'il va y avoir des équipes qu'on va appeler de Red Team à l'intérieur. Les équipes où en français c'est adversarial. Fait que c'est des équipes qui vont essayer de, comme s'ils étaient des hackers, genre qui veulent briser ton entreprise, mais à l'interne. Puis le but c'est que tu catches un peu avant. Puis quand tu catches pas, ben c'est de dire ok ben on a probablement des contrôles qu'il faut qu'on améliore de l'autre côté. Attends, est-ce que avoir une red team à l'interne dans ton sur ton payroll, ça veut-tu dire que tu es quand même une grosse compagnie? Oui. En général, tu sais, c'est des compagnies qui vont avoir au moins 10 000 employés là, en montant. OK, c'est ça. Fait que des grosses business. Puis est-ce que ça nécessite absolument
l'inverse, c'est-à-dire une blue team qui essaie... En général, oui. En général, t'as tout le temps une blue team, puis à un moment donné, t'as une red team. C'est ça qui arrive plus. Ou puis des fois, ils appellent ça purple quand ils font un peu des deux. Là. OK. C'est ça. C'est intéressant. Super. Fait que là, je pense que je comprends mieux les 3 ICP. Ouais. Toi, c'est pas géographiquement... Non. Non, on vend partout sur la planète. Partout sur la planète, sur le web. Ouais. Cool. Puis ça, c'est intéressant aussi pour prendre... Parce que vendre partout sur la planète avec des cartes de crédit, c'est une chose, là, mais genre en Amérique latine, il n'y a pas tout le monde qui a des cartes de crédit. Là, ou genre, tu veux vendre à une entreprise dans un pays random, comment tu gères les taxes, En tout cas, il y a bien des défis intéressants puis des chocs de culture aussi que j'ai eu là, à vendre dans des pays un peu bâtards. Là. Ben, pas bâtards, c'est pas péjoratif, là, mais tu sais, genre... Ou est-ce que peut-être l'infrastructure de paiement était pas... Ouais, c'est ça. Puis la culture de paiement, la culture aussi d'entreprise est différente. Aussi, tu sais. C'est ça. Puis, tu sais, on vend tout le temps en USD, puis c'est comme, OK, mais là, c'est pas... Puis, y a-t-il une concentration de ta clientèle à quelque part tout de même? Non, je te dirais que c'est 30% États-Unis, 30% Europe, puis 30% un peu le reste. Là, OK. Intéressant. Fait qu'un bon spread, là, quand même. Ouais, c'est ça. Super intéressant. Puis, vous avez des compétiteurs qui sont directs ou c'est... Ouais, c'est ça. Comme je te dis, on est dans un marché monopole. Ouais, c'est ça. Puis, est-ce que c'est difficile de te positionner contre ce gros-là? Genre, tu sais, t'es-tu toujours en train de justifier? Ouais, t'es toujours en train de justifier parce que c'est ça. C'est comme le muscle memory. Fait que, tu sais, la première question, c'est comment tu te différencies de ce qu'on utilise en ce moment. Comme nous, avec Snipcart, on se faisait toujours demander, genre, pourquoi je n'utiliserais pas Shopify à la place? C'est ça. Parce que c'est le référent, tu sais. C'est ça. Puis surtout... C'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de réticence parce que c'est une friction à changer. Fait que quand on gagne, c'est vraiment qu'ils ont eu des mauvaises expériences avec l'autre outil. Là, genre, ils ont perdu des jours de travail parce que le software a crashé. Puis... Fait que le churn de 1 et le RP. Souvent, ouais, c'est ça. mais c'est cool quand même, ça. Puis je veux dire, justement, des fois, la tarte est tellement grosse que juste une partie de la tarte peut faire une belle business saine, bootstrap, mettons, pour toi. C'est ça. Mais faut sûrement que toi, puis ta gang, puis ta brand, puis ton produit soyez très, très, très crédible et sécuritaire vous-même. Oui. Fait que c'est-tu quand même une charge genre logistique, mentale, financière pour vous de prouver à quel point vous êtes legit? Je sais pas comment le dire. Oui. Définitivement, c'est une charge. Faut faire attention là, parce que veux pas tes clients, c'est des hackers. Fait qu'ils vont essayer genre de pousser. Hein? Puis on en a reçu quelques très bons bugs. Là, fait que c'est toujours agréable d'en voir. Mais tu sais, c'est ça. Il faut se checker. Il faut se checker. Puis c'est sûr que les certifications, là, on n'en a pas encore. C'est ça, la certification, ça vient quand tu as assez de monde qui te le demande. Puis tu sais, même les terms and conditions, c'est genre, tu sais, on a utilisé un template pendant longtemps, puis là j'y pense, mais tu sais, c'est une grosse dépense d'à peu près 10 000 $ faire tes terms and conditions. Là. Fait que tu sais, pour une business bootstrap, c'est pas évident, mettons. Leviat légal, ding, ding, ding. Ouais, on est déjà client de Leviat. Mais ça reste que c'est une grosse dépense. Là, non, ben oui, je te fais. Je les adore, Leviat. Bon, mais crème, on va prendre le témoignage gratis, ça. Cool, man. Comment le Agentic AI ou le Gen AI peut influencer ou influence déjà ton industrie? Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant parce que en ce moment, il y a des grosses business qui raisent vraiment beaucoup d'argent. Comme il y a 2 semaines, il y a un Horizon 3 AI qui a raisé 100 millions. Cette semaine, il y a Exbo qui a raisé 87 millions. Des mêmes founders. C'est en cybersécurité aussi? Ouais, c'est ça. Ça, c'est 2 grosses compagnies qui sont vraiment dans le truc de offensive AI, offensive security AI. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment comme on attaque des sites web à partir de l'AI. Okay. Nous, notre truc, c'est comme... Moi, mon stance par rapport à ça, c'est que ça change rien à notre market parce que c'est pas comme il va y avoir des clouds qui vont faire du code automatique ou peu importe quel outil que tu utilises qui font du code automatique. À un moment donné, ça remplace pas le besoin d'un IDE. T'sais. Fait qu'au final, tu vas toujours avoir besoin d'un tool à un moment donné pour vérifier un finding ou vérifier ou faire la partie manuelle. Puis même, ce que je trouve, c'est que ça va enlever la partie poche des pentests de genre... toute la partie poche des pentests, puis juste permettre à l'humain d'être dans la partie créative, puis d'être dans la partie manuelle, que ça, tu as besoin de créativité. Fait que l'AI va te donner des pointers à aller regarder, ou il va te donner des débuts de vulnérabilité, ou peu importe, il va peut-être te donner des vulnérabilités complètes. Mais après ça, c'est que l'humain va avoir plus de temps pour juste se concentrer sur les trucs intéressants que la machine n'est pas capable de trouver ou qui est comme
plus difficile, mettons. Parce que moi, pour avoir utilisé quelques outils, là, les espèces de supposément général AI agents comme Manus, par exemple, je sais pas si tu connais. Je connais pas Manus. Tu sais, il y a des capacités de genre computer use. Il call différents tools pour crawler, scraper. Scraper, Puis là, tu peux, pendant que tu le lances sur une séquence de tâches ou un projet, tu peux voir son computer. Fait que voir, tu sais, le headless browsing, ou je sais pas si c'est headless ou pas, là, en tout cas. Voir ce qu'il browse, où il clique, comment il voit le web, ce qu'il fait. Là, c'est un peu comme ça, exécute. Mais mon point, pour juste finir vite, genre, c'est, ben, man, si tu peux spinner des agents comme ça qui peuvent, eux, aller essayer de craquer, trouver les failles dans la forteresse, dans la muraille, ça va-tu augmenter la demande pour un produit comme le vôtre? Parce que là, au lieu d'avoir une surface d'exposition qui est hit, mettons, je sais pas, une fois par heure, elle peut-tu être hit 1 million de fois par heure? Oui, mais ça veut pas nécessairement dire que c'est cost efficient puis que ça va vraiment trouver quelque chose. Parce que ça coûte quand même vraiment cher de faire des tests AI-based, là, comme, parce que veut pas, c'est des gros contextes, fait que ça prend beaucoup de tokens. Là. Les gens qui connaissent un peu ça, là, c'est le pricing, c'est par token là, pour ces AI-là. Puis c'est pas rare de voir, mettons, un check qui va coûter 7 cents, mettons, pour faire un check de sécurité, mais c'est pas viable quand t'en as genre 1000 à faire, si t'en fais 1000 à l'heure. C'est juste que ton coût d'opération va être tellement élevé. Fait que je pense que ça change. C'est ça. Ça va changer, mais il y a aussi qu'à un moment donné, genre, l'AI est pas nécessairement capable de comprendre. Le contexte n'est pas assez gros pour genre... Tu sais, un humain, il fait des liens en des trucs vraiment reliés. Parce que c'est ça la beauté, c'est que c'est extrêmement créatif, le hacking. Puis la machine les LLM sont pas tant créatifs que ça. Fait ils vont te trouver toute la base, là. Ils vont te trouver beaucoup de stock. Mais c'est ça, ils sont pas extrêmement créatifs. Puis des fois, ils spinent dans le beurre. Je sais pas si vous avez déjà utilisé, là, mais ils font juste spinner. Fait que là, si t'as pas de quelqu'un pour l'arrêter à m'amener, là, ça va te coûter cher, là. Fait que c'est aussi ça que... Fait que nous, notre stand, c'est que ça va être un complément. On intègre déjà dans notre tool. Nous, on est plus comme Cursor. Fait qu'on va être plus avoir des outils comme built-in AI. OK, tu lances un agent qui va tester des affaires, mais c'est toi qui l'arrêtes. C'est quoi? Tu peux avoir plusieurs agents ou des trucs. Déjà dans Kaido, là. Ça, on est en train de le développer, là. C'est excitant, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça notre stance par rapport à ça. Mais je pense pas que ça... C'est ça. Ça va pas changer énormément notre marché, je pense. Mais bon, après ça, on sait jamais. On verra. Quel rôle joue la communauté dans ton industrie de cybersécurité, Émile? Ouais. Ça, c'est intéressant. Puis je voulais faire un pitch en même temps aux gens qui nous écoutent. Là, la communauté, c'est comme la force de la cybersécurité, je trouve. Là. C'est comme une des... En informatique, je trouve que la communauté de cybersécurité, c'est quand même les meilleures communautés qu'il n'y a pas. Puis, qu'est-ce qui fait une bonne communauté, d'abord? C'est juste d'être accueillant puis de dire, tu sais, de prendre des gens qui connaissent rien à la cybersécurité puis ça a l'air intimidant la sécurité, right? Mais il y a tellement de belles ressources puis je trouve qu'admettons, on a la chance surtout au Québec d'avoir des très belles conférences. Puis comme il y a une conférence qui s'en vient qui s'appelle le Hackfest à Québec. Ouais. Puis je recommande, c'est pas très dispendieux. Je recommande à plein de monde, même si vous êtes genre pas pantoute en cybersécurité, il y a tout le temps du monde intéressant qui vont aller là, puis tu t'écoutes un couple de talk, puis c'est un gros party, là. Fait que, fait que les gens sont accueillants, ils aiment savoir du fun. C'est ça, puis il va avoir... Si vous avez jamais fait un CTF, OK? Un CTF, ça s'appelle un Capture the Flag, là, c'est une compétition de hacking. C'est genre, il n'y a jamais un bon moment de le faire, mais le faire avec du monde autour, puis il y a tout le temps des CTF pour les débutants, les gens qui ont genre zéro expérience, puis vous n'êtes pas obligé de le faire, mais il y a comme un paquet d'affaires qui se passent à ces conférences-là. Il y a du lockpicking, si tu veux apprendre à faire du lockpicking. Tu n'as pas besoin d'avoir un cours. Ouais, du lockpicking physique. Il y a des tracks. Il y a des villages qui s'organisent dans les conférences. Fait que là, c'est des volontaires qui vont organiser, mettons, un village. Ils vont faire... Il y a un village de OSINT. OK? OSINT, c'est Open Source Intelligence. Fait que là, on va essayer de retracer du monde qui ont disparu. Fait que là, je parcours l'Internet, puis on essaie de trouver des clous du monde qui ont disparu. Puis genre, des fois, ils te donnent à la police, puis il y a des follow-up. D'autres, c'est le meilleur pitch qu'on m'a fait pour une conférence cybersecurity, IT, whatever. Là. Je pensais pas qu'il y avait c'est un gros party. C'est vraiment le fun. Ça a l'air intimidant, mais venez. Fait que je trouve que la communauté, puis
Nous, c'est ça. On promouvoit beaucoup notre produit à travers la communauté. C'est un produit technique. Fait que c'est ça, on est tout le temps présent dans les conférences. On sponsor beaucoup de conférences. Mais Émile, en tant que founder, tu le sais, là, il te reste, mettons, un gros gig de consulting. T'es full-on dans Kaido. Tu sais, ton temps est limité, right? Ouais. Puis de la communauté, il y en a à pu finir, premièrement. Puis la nature de certaines communautés est genre virtuelle, always on, always online. Ouais. Fait que tu sais, ça peut être un time suck aussi. Ouais. Fait que comment toi, tu déploies ton implication dans différentes communautés, genre? Ouais, c'est pas évident. C'est vrai que les conférences, on se déplace juste quand on peut. Moi, mon barème, c'est que j'essaie de faire au moins un workshop. Fait que si je peux faire un workshop dans la conférence, montrer le produit, montrer comment ça marche. OK. C'est ça, workshop, c'est vraiment comme tu as une plage de 2 heures, 2-3 heures, puis tu peux faire ce que tu veux essentiellement. En général, c'est comme tu utilises Kaido puis tu montres d'autres choses là, fait que c'est pas un pitch de vente, tu sais, parce qu'ils veulent pas ça là. On n'est pas là pour ça, mais c'est ça. Fait qu'en général, si je peux faire un workshop, ça vaut la peine de se déplacer. On se déplace des fois en Europe ou des trucs comme ça pour ça. OK. Puis sinon, c'est vraiment en virtuel, c'est plus facile. Parce que là, c'est comme ça peut prendre juste une couple d'heures où on va sponsoriser la conférence, puis on va avoir notre logo, des trucs comme ça. Okay. Mais est-ce que tu fais partie de communautés aussi comme Discord, Slack, je sais pas quoi? Oui, mais moins qu'avant. Là, j'ai beaucoup moins le temps. Déjà, pendant un long bout, nous, on est ultra présents sur notre Discord. Nous, on a 3000 personnes sur notre Discord. Et c'est bon, vraiment. Fait que c'est sûr qu'il y a tout le temps du inbound, mais c'est pour ça que j'ai engagé un gars qui fait un peu du QA et du support. Comme ça, j'ai pu déléguer beaucoup de ça. Le community management, un peu. C'est ça, ouais. OK. Ouais. Ben, parlant de ça, t'as engagé quelqu'un, t'as délégué. J'aimerais ça que tu me fasses un peu le diff entre tes premiers jours comme co-founder, ça ressemblait à quoi tes journées, puis tes derniers jours récemment? Ouais, ben au début, on est 3 cofondateurs techniques, fait que for better or worse, on a commencé principalement avec le technique. Pendant 1 an, on a juste fait ça. Puis à un moment donné, on a comme switché à de plus en plus de... Tu sais, faut le vendre à un moment donné, ton produit. Là, fait, c'est bien beau de le développer. Fait que là, je te dirais, c'est ça. J'ai appris aussi un langage qui s'appelle Rust, qui est notre langage core. Fait que c'est ça. Fait que au début, c'était vraiment peu programming. Maintenant, je te dirais que je fais peut-être l'équivalent de 2 jours de programmation, puis plus les fins de semaine quand ça me tente, là. Mais souvent, je vais travailler, mettons, un peu le soir, là. Fait que c'est ça. Je fais l'équivalent peut-être de 2 jours et demi de code, un peu moins. Puis le reste, ça va être comme de la vente, des démos, de l'administration. Genre, ça prend un temps fou, là, remplir la paperasse gouvernementale, des fois, là. Fait que il faut que quelqu'un le fasse. Fait que, ça ressemble un peu à ça, là. OK. Puis, ton entourage d'entrepreneurs, est-ce qu'il est principalement concentré dans la communauté ou le réseau genre cybersécurité ou t'as d'autres mondes qui gravitent autour de toi? J'ai un peu de tout. Je te dirais que c'est beaucoup cybersécurité, là. On a 3 advisors qui sont des advisors techniques. Ça, c'est vraiment une de nos forces. C'est 3, tu sais, quand je te parlais des hackers qui sont un peu des célébrités et tout ça, là, ben ça, c'est 3 gars qui sont un peu de même. Là. Fait que qui ont des channels YouTube ou qui ont un podcast ou qui sont dans les top 100 de hackers. Fait que tu sais, c'est de la belle publicité pour nous. Là. Ils sont users aussi? Ouais. C'est vraiment cool. On a plein de vidéos qui sortent avec le tool pour ça. On a des podcasts qui sortent, fait qu'à chaque fois on a une nouvelle, fait que ça va bien. On a aussi à Montréal, on a la chance d'avoir probablement un des meilleurs incubateurs de start-up en cybersécurité genre dans la région, là, ça s'appelle CyberEcho. Fait que si vous voulez vraiment faire une start-up de cybersécurité, allez les voir. Ça a été là c'est Pascal Fortin qui est le directeur de ça qui a créé GoSecure, une grosse firme de cybersécurité à Montréal qui a vendu ça puis que maintenant il travaille il a vraiment revamp CyberEcho, c'est ça, qui a vraiment revamp ça puis tu m'en avais parlé de ça dans le fond, hein? Ça se peut, on commençait peut-être avec CyberEcho. J'étais aussi on a passé par Catalyst qui était à Toronto. C'est peut-être de ça qu'on a parlé, je sais pas. Mais CyberEcho, c'est vraiment, moi je trouve que comme en tant qu'entrepreneur qui a technique là, que comme tu sais genre j'ai pas eu de background en vente, en marketing, whatever. Quand j'ai une question conne, genre, ben au moins j'ai quelqu'un que je peux me retourner de bord puis genre y demander, tu sais, qui va me trouver une ressource. Fait que, je pense que c'est bien important. Ouais. Est-ce que tu trouves ça dur balancer encore une partie de consulting avec Kaido? Ouais, quand même pas mal. Je trouve que... As-tu des règles, des conseils, peu importe? Ouais.
En fait, je trouve ça dur parce que c'est du context switching. Puis en général, le context switching, c'est ça qui te burn out, puis c'est ça que tu veux éviter le plus possible, là. Fait que les règles, c'est de te mettre des plages de consulting, genre de pas être disponible tout le temps. Puis ça, c'est un défaut que j'ai tendance à avoir, d'être disponible tout le temps, là. C'est quelque chose qui est vraiment primordial. Sinon, tu finis par burn-out assez parce que tu es tout en train de jumper d'une idée à l'autre puis tu peux pas faire du deep focus work. Fait que ça, c'est un truc. Deuxième truc qui marche bien, la seule raison pourquoi j'ai encore ce contrat-là, c'est parce que c'est des retainers. Puis les retainers, c'est le power des consultants, là. Genre, dans le fond, le principe d'un retainer, c'est que peu importe que tu travailles ou pas, t'es payé un certain montant. Fait que ça stack extrêmement bien. Puis ce retainer-là, il est assez bon que je l'ai gardé parce que c'est assez peu d'heures. Puis c'est ça. Après ça, c'est de limiter tes heures, mais ouais, c'est ça. On s'en va tranquillement, pas vite. Là, mais là, Émile, là, tu sais, il y a du monde qui t'entend dire ça, puis sont comme genre, ouais, sure, mais tu sais, mettons que je commence ou je suis un peu plus junior ou je me suis jamais vendu comme consulting. Ouais. Comment tu vends ça un retainer? T'as-tu des tips de vente? Boy, ça m'est celui-là, il m'est tombé un peu dessus, fait que j'ai été vraiment chanceux, mais j'ai quand même travaillé dans le sens que comme je me suis impliqué dans des, tu sais, on parlait de communautés virtuelles, moi c'est vraiment, fait que tu sais, j'étais dans des communautés virtuelles, à un moment donné, quand tu viens toutes les semaines, ben quelqu'un qui te remarque quand il y a un contrat, il vient te voir, là, fait que gotcha. ça a tombé de même. Je te dirais que j'ai pas vraiment de type, là, mais je sais juste que c'est genre le superpower parce que c'est comme ça te garantit un niveau de salaire constant, puis des fois, t'es chanceux, puis comme tu fais quasiment pas d'heures, puis t'es quand même payé. Là. Fait que c'est ça. Là, t'as fait des embauches dans la dernière année, du moins, certaines à temps partiel, comme tu m'expliquais. Je veux qu'on parle de deux trucs, mais je veux qu'on parle de ça, mais avant de rentrer là-dedans, là, il y a plus de monde qui gravite autour de toi, dans le fond. Là. Plus de gestion. Là. C'est plus juste toi puis tes deux co-founders que vous entendiez déjà bien, puis vous connaissez, puis vos... On s'entendait bien, mais en tout cas, on reviendra à ça. OK. Ouais. Parfait. Ma question, c'est... ça nous kickstartera sur tout ça. Ouais. La question, c'est qu'est-ce qui est le plus difficile à propos de travailler avec toi? Je pense que je change souvent de priorité. J'ai tendance à dire genre, OK, ouais. Là, il y a quelqu'un qui me pitch une affaire, puis là, je suis comme, ah ouais, en effet, ça, c'est vraiment la priorité. Faut vraiment qu'on mette. Puis mon co-founder, là, s'il écoute ça, il va rire, là, parce qu'il sait exactement de quoi je parle, là. Puis, tu sais, comme là, après ça, il y a une autre personne qui me pitch une affaire, puis là, je suis comme, ah ouais, non, mais ça, c'est rendu vraiment la priorité. fait que là, ben, il arrive à m'enligner, là. Fait que, en tout cas, avoir un cofondateur, by the way, ça, c'est ton super pouvoir en tant que founders, là. C'est comme, moi, je suis comme vraiment mauvais pour ça. Fait que lui, il m'enligne comme on fait des quarterly. Puis là, il est comme, ouais, mais ça, c'est pas dans le quarterly truc. Puis là, je suis comme, ah, ok, en effet, ok. Mais des barèmes. Ouais, c'est ça. Fait que ça me raligne un peu. Fait que, ouais, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille là, pour la priorisation. Là. J'aimerais ça que tout soit fait hier. Mais c'est pas facile. Le temps, c'est pas un flat circle. Non, c'est ça. Okay. OK, dude. Intéressant. Puis, comment la dynamique a changé avec les nouveaux joueurs qui sont arrivés? Ouais. Puis, pourquoi son temps partiel? Parle-moi de ça. Ben, je pense que temps partiel, c'est comme vraiment essentiel. À moins que tu aies un gros rocket ship, tu sais, genre, j'ai vu comme Missive, là, qui sont les gars de Missive, tu sais. C'est un gros rocket ship, alright, t'as le cash, ça va bien. Mais réalistiquement, la plupart des startups bootstrap, ça va prendre du temps avant que tu fasses comme un revenu que t'es capable de payer quelqu'un, genre 80 000 par année, genre à 20$ par mois, tes subscriptions, là, faut que t'en vendes en motadie, là, pour payer quelqu'un de même. Ouais. Fait que, tu sais, c'est de dire, genre, OK, ben, on a dans notre réseau du monde qui sont des hackers, que, anyway, ils veulent avoir le temps de continuer à hacker. C'est ça qu'ils aiment faire. Puis, en même temps, ça leur donne un side income qui est stable, qui leur permet de faire des heures. Fait que c'est gagnant pour tout le monde. Puis, souvent, c'est ça, on a pris... Puis, moi, ce que j'ai décidé, c'est que j'ai pris des risques. Genre, admettons, j'ai pris du monde qui ont pas d'expérience. Fait que c'est sûr que le salaire est plus bas, mais tu sais, je crois en eux autres, puis genre, ça paye off, puis tu sais, ça a été gagnant pour tout le monde. La personne a appris des nouveaux skills, a grandi avec nous autres, puis maintenant, mettons, on est capable de le payer beaucoup plus, puis tu sais, on est capable d'avoir une entente que. Fait que c'est ça. Je veux dire, c'est une sagesse simple mais efficace de bootstrapper, ce que tu viens de dire, je pense, puis c'est important de répéter ce message-là. Tu sais, il peut avoir des hybrides dans la charge de travail, le salaire peut monter de façon progressive. C'est ça. Faut que tu sois créatif avec tes Faut que tu sois ressources, créatif parce que je veux dire, payer du monde temps plein, ça coûte cher.
Puis il faut pas... Admettons, c'est ça, tu sais, on a engagé le premier gars qu'on a engagé à temps partiel, c'est un contractuel que j'adore, là, puis c'est un gars au Japon. Puis tu sais, on le connaissait, mais comme pas tant Discord? que ça. Ouais, c'est comme un des amis de nos advisors. Fait que on avait confiance, mais tu sais, quand on l'a interviewé, il avait jamais fait de QA avant. Il avait jamais vraiment fait de support. Mais tu sais, je voyais que son éthique de travail avait l'air d'être là. Puis que... C'est fucked up, man. Parce que, mettons, t'es financé au coton. Ouais. Le risque que tu vas prendre, souvent, il va être financier, mais pas au niveau des credentials, right? Ouais. Tu vas dire, ah non, man, je vais pogner un Top Gun 200 000, 300 000, peu importe. Fait que ton risque est quasiment, si ça chie, c'est du cash que tu as perdu, genre. Ouais. Alors que Bootstrappers, quand tu commences à faire de l'embauche, c'est genre, le risque, tu le prends pas au niveau de tes finances, tu le prends au niveau justement des credentials, de l'expérience. Ouais. Fait que c'est plus au niveau de la personne puis du temps que tu vas perdre. C'est ça. Ouais, c'est ça, parce qu'il faut que tu le traînes. Fait que c'est sûr que ça prend du temps. Mais en même temps, ça nous a forcé à établir des processus qui vont être repeatable. Fait que je trouve que c'est pas une mauvaise chose, tu sais, genre s'asseoir puis écrire, bon, quand t'as un support ticket, comment tu réponds? C'est que genre, tu sais... SOP, documenté. C'est ça. Fait que tu sais, c'est pas mauvais, mais ça prend du temps. C'est ça. Puis à un moment donné, il faut des erreurs. Je te partage ça, puis si c'est pertinent, tant mieux, là, mais on est en train d'onboarder Fatima, justement, là, la fille qui fait chargée de projet, puis EA, comme je te disais. Puis ce que je fais là, pour les Standard Operating Procedure, les SOP, là, on rentre sur un call, j'ouvre Granola en background, ça laisse tout l'audio dans mon OS, mettons. Je peux prendre des petites notes, puis ça les enhance avec tout le script, mettons, mais ça garde pas un file nécessairement audio, puis ça capte pas le vidéo. Je starte un Loom. Puis je dis, alright, mettons, Fatima, là, je vais te montrer comment, mettons, on répond à des partners potentiels. Comment on va gérer telle affaire dans la facturation. Fait que je fais le loom, je clique partout, t'as-tu des questions? Non, bang, je finis, man. Après ça, je fais Save to Notion, mon Granola, puis je peux mettre le lien Loom. Fait que t'as un Loom, man, que tu peux regarder à 1.5x avec toutes mes notes bien structurées du Granola. Boom, man. T'sais, Granola, c'est intéressant, je connaissais pas ça. Nous, on le fait avec Komodo, là, mais c'est la même affaire qu'un Loom. Fait que je fais des vidéos, là, c'est vraiment... Puis je le fais même quand j'ai des plus petites tâches. Parce que des fois, comme tu veux te référer, admettons, j'ai un call avec notre gars de documentation, puis là, j'y monte un truc que j'aimerais ça qu'il documente, ben, il va pas s'en souvenir nécessairement. Fait que je l'enregistre avec Loom, puis 100%. Genre... Komodo? Komodo, ouais. C'est comme un Loom? Ouais, c'est un alternative à Loom. Okay. Là, ça marche bien? Ouais, ça marche bien. Ouais. Okay. Puis je pense que Loom, même, si tu payes pour le plan AI, ils vont te faire des SOP directs built-in aussi. Ouais, c'est ça. Le point, c'est qu'avant, c'était lourd documenté. Aujourd'hui, c'est comme pas d'excuses de pas documenter. Non, c'est ça. All right, man. Tu disais que, bon, j'ai comme fait, tu t'entendais bien avec tes co-founders, tout ça, t'as dit, ben, tu sais, pas tout le temps, c'est juste normal puis humain, là. Fait quoi, y a-tu des moments plus de friction ou comment tu gères ça, tu sais? Ouais, moi, je trouve que comme la relation co-founder, c'est comme, faut que tu sois capable d'avoir, genre, un gros argument, là, tu sais, faut que tu sois capable de t'engueuler, puis après ça, de comme, clear the room, puis, tu sais, continuer. Pas garder de frustration. Je pense que l'avantage, c'est que, genre, avec Yann, surtout, comme je le connais depuis longtemps, on a eu nos chicanes au secondaire. Fait que, tu sais, je connais son caractère, il connaît mon caractère. Fait que je le sais quand je suis un assaut, puis je sais quand c'est son problème. Mais, fait que, tu sais, c'est comme... Ça, c'est vraiment pas tout le temps facile, mais c'est important d'être vraiment... C'est comme un couple, là, finalement, là, tu sais, faut que tu sois capable d'avoir une grosse chicane, mais que ça avance quand même, là, puis que c'est pas un breaking point. Parce que pas avoir de chicane, c'est autant un red flag que d'être tout le temps en chicane. C'est un peu de même, puis d'être attentif aussi, comme, plus tu connais ton cofondeur, plus tu sais, comme, veux pas, on push, là, dans une startup. On est tout en train d'aller à notre max, puis à un moment donné, ça break un peu. Fait que c'est le cas de reconnaître ces signes-là, puis de dire, hey, je pense que tu devrais prendre un break, tu sais. Puis c'est déjà arrivé que moi, j'ai broyé sur un call à mon co-founder, puis c'est déjà arrivé l'inverse aussi. Puis il faut que ça soit un safe space, autant pour de la critique rough que quand t'es vulnérable puis ça va pas bien, faut que tu puisses lean sur l'autre. T'sais. Exact. Puis faut que t'aies assez genre de... Faut que tu sois capable de reconnaître que des fois, c'est toi qui n'as pas raison. Puis ça, il n'y a pas tout le monde qui est capable de faire ça. Puis comme... c'est ça.
Puis si je te dis, mettons, souvent, tu sais, les founders, puis je suis content que tu aies mentionné Missive, parce que c'est comme, of course, là, Missive, c'est genre un bootstrapper, wet dream. Ouais. Mais même Phil le dit, genre, toutes les années, man, que personne connaissait ça ou était pas sûr s'il voulait l'utiliser, puis qu'il fundait la business juste avec une autre business, puis qu'il avait pas assez de revenus, puis que le monde leur disait de pivoter ou de faire autre chose, puis continuer. Tu sais, personne parle de ça, tu sais. Non. C'est rough. C'est ça. On fait pas tant d'argent que ça, nous autres ici, là. Genre, c'est rough encore. On est encore dans le take of it. Puis c'est pour ça que je dis réalistiquement, avant que tu fasses genre beaucoup d'argent, ça va être long. Fait que c'est quoi que tu trouves dans ton parcours avec Kaido? Ouais. C'est quoi la période ou le moment que tu as trouvé le plus tough? Ça peut être personnel, ça peut être financier, professionnel, whatever. Des fois, c'est comme tu vois pas le bout, là, mais c'est ça, dans n'importe quel business, c'est ça, là, mais tu sais, il y a différentes raisons pourquoi tu vois pas le bout. Des fois, c'est une raison technique, des fois, c'est des raisons genre, tu sais, comme, mettons, notre dernière année là, ça va quand même vraiment bien depuis une couple de mois, là, mais tu sais, comme, pendant la dernière année, j'étais comme, les ventes ont augmenté, mais tu sais, c'est pas incroyable, là. Puis t'es comme, OK, on a beaucoup de churn, OK, pourquoi? Tu essaies de. Puis on est passé on n'a aucun métrique à là, on a quelques métriques, puis éventuellement, on en aura plus. Puis ça, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire genre, il y a vraiment longtemps, là, avoir le plus de métriques possible pour comprendre pourquoi le monde achète ton produit. Ouais. Pourquoi il arrête de payer aussi. Là. Fait que c'est ça, c'est comme. Je te dirais que c'est ça qui est un peu difficile puis déprimant des fois. Là. C'est comme. T'as l'impression qu'il n'y a rien qui avance ou que... En même temps, le fait que tu vois pas le bout, ça fait partie du fun aussi. Parce qu'il y a tout le temps de quoi il y a tout le temps de quoi à builder. C'est. À un moment donné, tu deviens peut-être... Mais quand t'es brûlé ou quand t'es plus fatigué, des fois, t'es comme... C'est ça. C'est ça. Pourquoi ça débloque pas? C'est comme pourquoi je m'énerve, là, puis là, surtout quand t'as pas beaucoup d'argent, tu sais, comme... Là, t'essaies de sauver des scènes, puis là, t'es comme, OK, là, comment je vais faire ça? J'ai besoin de tant d'argent pour aller là, mais là, j'ai pas le cash flow immédiat. C'est ça. Fait que, c'est ça. C'est pas évident tout le temps. Parlant d'argent, ton pricing, ça ressemble à quoi vite? Nous, on est un modèle freemium. Fait qu'on a, c'est ça, on a beaucoup de monde qui vont l'utiliser gratuitement. Puis on est un peu particulier parce que on est peut-être trop généreux dans notre free tier, là. Bon, le modèle freemium, c'est pas évident. On est comme un peu genre, c'est comme si on était VC et back puis qu'on veut tout le monde user growth over sales, là, mettons, là. Fait qu'en tout cas, mais après ça, c'est ça. Fait qu'on a le modèle freemium. Ensuite, c'est les individuels. Fait que eux autres, ils vont payer autour de soit 20$ par mois ou 200$ US par année. Okay. Puis après ça, c'est Team, que c'est environ 300. Notre flat price, c'est 300 US par année par personne. Okay. Mais là, on a, mettons, si c'est des invoices, ben là, on a comme expérimenté, voir si on est capable de invoicer plus. Mettons, les gens, surtout ceux qui vont en vouloir des purchase orders, c'est quand même pénible des purchase orders. Il faut quand même que tu cours après le cash. Fait qu'eux autres, j'ai fait payer un peu plus parce que ça m'énerve, là. Ça m'énerve de me faire payer 30 jours après puis de courir après les factures. 100% doute. C'est fatigant. 100%. Votre marketing, excuse-moi, votre acquisition de clients, ça passe mostly par... T'as parlé de vente un petit peu, la communauté? Ouais, on a shifté beaucoup dans les derniers mois. C'était 100% bouche à oreille. Okay. Ça nous a vraiment permis de grow de genre rien à où est-ce qu'on est là. Puis on a comme vu, pas nécessairement la limite, mais on a vu que comme... c'est dur de vendre individuel. T'sais, on a comme atteint un genre de plateau-ish d'individuel qu'on est capable de reacher, fait que le plan individuel. Fait que là, on essaie d'aller en entreprise. Puis ça, c'est vraiment plus une autre game de plus B2B, plus classique de genre, t'as un pipeline de... Tu sais, j'avais pas de pipeline de genre vente, là. Fait que, tu sais... Je viens d'en faire un, moi, pour ça se passe. Un petit CRM, là. C'est ça. Genre, moi, j'utilise Attio, là, puis depuis ce temps-là, j'adore. OK. T'avais-tu utilisé d'autres CRM avant? Oui. Parce que moi, je suis un noob de CRM. Là. On a monté quelque chose dans Notion. Okay. Puis ça marche top notch. Okay. Mais Attio, je l'entends passer comme sur les pubs de pods, sur les AI que j'écoute. Moi, je suis genre sur le plan le plus cher possible. Puis j'adore ça. Puis genre, j'étais un gars cheap, là. Ouais, c'est ça. T'es frugal, en plus, toi, là. Mais c'est quoi le genre de AI enhancement, enrichment? Non, ça, je m'en fous. Mais c'est juste, j'aime juste les flows de comment c'est bâti. OK. Moi, mon flow, le principal, c'est que j'ajoute du monde sur LinkedIn. Puis comme, faut que l'intégration LinkedIn soit genre sacoche. Ouais. Puis l'intégration LinkedIn est bonne. Fait que dans ta motion de genre de touch points, il y en a un qui c'est genre un add-on LinkedIn. Ouais. Puis là, tu peux passer par du courriel après ou whatever. C'est ça. Ouais, ben c'est ça. Souvent, je vais... Là, je suis encore en train de voir LinkedIn, le monde, ils répondent pas nécessairement. Fait que là, je suis en train de voir c'est que les courriels LinkedIn. Ça dépend du monde. Mais j'aime beaucoup avoir, c'est ça, l'intégration LinkedIn, que ça marche bien. C'est juste très smooth, Attio. C'est juste très, très smooth. Comment
t'es tombé sur Ratio. Ton product discovery, c'était quoi, genre? Ça, faudrait demander à mon co-founder. Moi, quand j'ai un problème, je le ship à lui. Puis là, il me trouve je suis comme, moi, ça m'énerve d'essayer des softwares. Essaye-moi-en. Puis il est comme, ah, lui, tu l'aimes-tu? Puis je suis comme, ah ouais, celle-là, je l'aime. Intéressant. Fait que je sais pas comment il l'a découvert, mais c'est ça. Avant, on était sur un Note 20 qui est un truc open source qui a été backé par YC, je pense, je sais pas trop. Mais je l'avais essayé, puis comme je suis resté dessus, puis je l'utilisais pas. Puis j'étais un gars qui est souvent, moi je suis sur Thunderbird là, fait comme je sais pas c'est quoi. C'est genre un client en mail que personne n'utilise à part genre le monde un peu nerd comme moi là. Très bon client en mail par contre. Ouais. Mais ça fait que genre ça m'énervait parce que souvent ils veulent que tu intègres avec leur client en mail, puis ça, en tout cas. Fait que pour que je garde une table ouverte de ton CRM, ça veut dire que tu m'as OK comme du monde. Super intéressant, Krim. Ça me donne le goût de le checker. Ouais. Y a-tu une erreur top of mind que tu as faite que tu voudrais partager peut-être? Ouais, j'y ai pensé un peu, puis c'est une affaire qu'on parle moins. On parle beaucoup d'opérationnel, on a parlé de hiring, des affaires, mais on n'a jamais, comme quand j'ai créé la business, comme je connaissais pas comment ça marchait, genre les shares puis toutes ces affaires-là. Là. Puis comme c'est quand même important là, de savoir genre qu'est-ce que tu fais là-dedans parce que tu peux pas tant le changer par après. C'est quand même compliqué, ça coûte cher d'avocat à changer là, par après. Fait que, en tout cas, tu sais, comme si tu penses que tu vas faire de l'argent, là, admettons, comme il y a une affaire qui s'appelle une fiducie, là, genre, il y a personne qui m'a, genre, expliqué que, tu peux créer une compagnie de gestion, puis tu peux avoir une fiducie, puis là, tu as ta compagnie opérationnelle, puis comment tu structures ça. Moi, on a juste créé des compagnies, puis c'est correct. Tu sais, si tu fais un exit qui va être en bas de au Canada, dans le fond, en bas de 1,5 million, si tu vends ta compagnie, c'est un peu plus compliqué que ça, là, mais en gros, en bas de 1,5 million, t'as pas de taxes. Mm-hmm. Fait que si tu penses que tu vas exit pour, genre, 5 millions ou peu importe, tes 2 co-founders, peu importe, ça vaut peut-être pas la peine. Mais si tu penses que tu vas faire plus que ça, ben c'est ça. Faut que tu le sais. Pas juste ça, c'est qu'il faut que tu le vois venir. C'est ça, parce que c'est 2 ans. C'est ça. C'est sur la plus-value. Fait qu'il faut que ça soit 2 ans, faut que tu le planifies d'avance. Fait que, en tout cas, ça, c'est quelque chose qu'il y a personne qui m'a jamais rien dit de ça. Tu sais, je connaissais pas ça pantoute, puis peut-être qu'on l'aurait fait, mais on l'a pas fait. Fait que prendre le temps de bien structurer ton capital action. Ouais, c'est ça. Comment il y a personne qui t'enseigne ça. Peut-être genre si j'avais fait un MBA, là, mais tu sais, ou un truc de même, là, mais tu sais, il y a personne qui t'enseigne ça, genre. Ben, en théorie, c'est genre, tu pokes d'autres founders et où tes avocats sont sharp puis ils vont. Mais tu sais, le bootstrap, c'est différent. Tu sais, comme il y a une affaire qui nous est arrivée, c'est que nous, on voulait donner des shares à nos advisors dans une compagnie bootstrap. Tu sais, t'as pas de round de financement qui vont convertir. Tu sais, comment tu fais. Ouais, pour que les autres, ça aille. C'est ça, que ça ait du sens, des strikes, le strike price, des affaires. Tu sais, comme il a fallu que je m'informe, puis il y a des affaires que j'aurais probablement pas fait de la même manière. Puis tu sais, veux pas, ben c'est des coûts d'avocat à chaque fois. Puis comme t'as pas cet argent-là, genre honnêtement, fait que. La coquille légale, c'est sûr que c'est important de bien la structurer. Moi, que ce soit légal ou fiscal, des choses dans lesquelles je suis super noob, évidemment que j'ai des bons partners, là, que ce soit Léviat ou le chiffre, mais à cette heure, je parle avec l'AI pour comprendre un 80%, 60%. C'est ça, ça aide. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi ça comme si j'étais dumb, parce que je suis dumb. C'est ça. C'est ça. Mais tu sais, c'est le genre d'affaire que tu penses pas nécessairement. Une affaire qu'on a fait bien, par contre, c'est quand on avait fait une convention d'actionnaire. Mais bien, ça dépend. On a dépensé 5 000 $ pour faire notre compagnie. Fait que vois ça comme tu veux. Là. Ça aurait pu être 5 000 $ wasté complètement. Là, mais ça nous a donné comme une belle convention d'actionnaire qui était quand même legit. Puis, aviez-vous déjà réfléchi à des, comment t'appelles ça, les clauses de retrait d'affaires ou genre, y a-t-il des conditions pour que tout le monde ait accès à son équité? Ou genre... Ouais, c'est ça. Il a fallu qu'on le fasse. Puis pour les advisors aussi, on a fait... puis en plus, nous, c'est des advisors aux États-Unis. Fait que là, comprendre qu'il faut que tu fasses un 409A. Combien ça coûte? Tu peux-tu diminuer ça? Tu sais, t'es une petite compagnie qui fait pas une Christie de scène. Faire un 409A à 2-3 000 $ américains. Là, c'est quoi un 409A déjà? Un 409A, c'est une évaluation de la valeur de ton entreprise. Oui, c'est ça. Aux États-Unis. Mais quand tu fais pas une foutue scène, t'es comme, mon entreprise, elle vaut quelque chose à cause de l'IP, blablabla. Puis l'affaire, c'est que si tu le fais pas, t'es pas obligé techniquement de le faire, mais si tu le fais pas, le monde qui ont des shares de ta compagnie aux États-Unis peuvent se retrouver dans la merde avec l'IRS à m'amener. Okay. Après ça, c'est le niveau de risque que chacun est prêt à prendre de pas le faire. On a parlé de Cursor, brièvement, Windsurf, des AI agents.
Mais on n'a pas parlé de ton utilisation de ça. Ouais. Fait que là, on s'en va vers notre closing, mais je suis intéressé quand même à savoir comment toi, tu l'utilises dans la vie de tous les jours. Je suis pas un... Ça m'a pris beaucoup de temps avant de... Je suis pas un enthousiaste, genre job sur la dernière trend pis tout. Fait que ça m'a pris beaucoup de temps. Maintenant, je l'utilise vraiment... J'utilise Cursor comme un smart autocomplete, principalement. OK. Fait que tu le mets pas en mode agent. J'ai ça pour mourir en mode agent. Là, Pourquoi, parce que t'aimes avoir le contrôle, genre? Non, mais j'ai essayé de le faire, puis là, il commence à te changer les affaires. Là, ça va trop vite. Mon cerveau, genre, c'est comme ça va trop vite, puis je suis comme... Je comprends pas. J'aime mieux dire je veux que tu me fasses ça, fais-moi ça, là, puis après ça, on passe à la prochaine étape. Tu sais, je sais où est-ce que je m'en vais, puis j'aime pas ça que ce soit les AI qui drive. J'aime mieux driver les AI, ça c'est correct, mais je trouve qu'il va trop vite, ouais, c'est ça. Quand tu le lâches là, c'est ça. Mais c'est ça. Autocomplete, les affaires de même. Je sais que c'est mieux. Mettons, mon co-founder, il l'utilise beaucoup parce que lui, il a comme un paquet de tu peux te créer des règles qui disent, OK, bon, mon code, il faut qu'il soit structuré de même, puis blablabla. Mais faut que tu le maintaines, puis je suis pas un peu trop lazy pour maintainer ça. Mais, fait que tu l'utilises, mais t'es pas genre power user en ce moment. Non, c'est ça. Mais je l'utilise parce que ça me speed up à peu près comme 20 à 30% de mon code. En termes de code, mais tu sais, je trouve que pour que tu l'amènes en mode agent là, puis que tu n'aies pas de la poubelle à la fin, il faut vraiment que tu lui donnes des guidelines très fixes. C'est comme un employé, s'il n'y a pas la bonne formation, contexte. C'est ça, mais c'est comme un employé très junior. Là. C'est genre un senior, tu es capable de lui donner une tâche, puis il va être capable de faire une architecture, blablabla. L'AI, tu vas lui donner une tâche, il va faire ce qu'il pense, mais si tu veux de quoi tu précis, oublie ça. Là. Ouais. Ben, en fait, c'est qu'il faut que tu aies un workflow de créer un PRD ou de créer des contraintes, puis après ça. Mais OK, c'est intéressant. Puis t'en as-tu essayé d'autres? Principalement, j'étais sur Copilot avant, puis Cursor comme développeur. Puis sinon, ben, tu utilises un peu les tools qui sont intégrés maintenant dans Google Doc, mais je trouve pas ça incroyable. T'as-tu un LLM interface comme Gemini, Claude, ChatGPT que tu utilises de temps en temps? ChatGPT, j'utilise pour poser des questions de base. Je pense que c'est juste parce que c'est le premier, puis l'effet de j'ai comme pas, genre, ouais, c'est ça, j'ai comme pas essayé tant les autres. Là, j'avais essayé Claude à un moment donné, mais j'étais comme, pour ce que j'ai besoin, c'est correct. Là. Je sais pas, je suis vraiment pas tant un power user, mais j'aime ça, je trouve ça agréable, mais comme... Je comprends. C'est ça. C'est intégré dans ton workflow sans avoir pris toute la place. C'est ça, exact, c'est ça. Super. Il m'en reste 2 petites questions, mon vieux. All right. Où tu vois la compagnie dans 5 ans? Nous, notre vision, c'est qu'en ce moment, on est vraiment très technique. T'sais, on est vraiment un produit ultra technique qui est targeté à du monde très technique aussi. Fait que mon but, éventuellement, c'est de vraiment plus étendre la suite d'outils à... Il y a beaucoup de problèmes de communication en entreprise avec la cybersécurité. Fait que c'est une chose de trouver une vulnérabilité, mais c'est une autre chose de dire qui il faut qu'il s'en occupe. Si tu as un système critique, comment on le priorise. Après ça, le dev de l'autre bord, il faut qu'il comprenne la vulnérabilité. Il faut qu'il soit capable de la reproduire, idéalement, pour genre après ça la patcher. Fait que il y a beaucoup de pertes de temps, beaucoup de meetings qui se font. Souvent, c'est des rapports PDF qui vont se faire passer de la gauche à droite. C'est pas terrible, là. Genre des PDF, on est probablement capable de faire de quoi de mieux que des PDF. Fait que c'est vers ça qu'on s'en va tranquillement. Fait comme un manager toolkit puis un developer toolkit, tranquillement, pas vite. Ça pourrait être AI-based beaucoup. Exact, c'est ça. On est en train d'expérimenter avec ça. Puis c'est quand même intéressant parce que c'est ça, tu peux avoir des LLM qui vont t'expliquer la vulnérabilité, qui vont après ça le setuper dans ton tool pour toi pour la reproduire, puis des trucs comme ça. Ouais, c'est vraiment cool. Parce que c'est ça. Puis on reste bootstrap? On n'est pas ouvert. J'aime pas vraiment le monde VC. Attends, je sais pas si je veux dire ça en ondes, là, mais... au montage. non, je niaise, mais c'est comme... Peut-être qu'à un moment donné, je vais faire une entreprise VC-back, là, fait que c'est pour ça que je dis, je veux dire tone down, mais en tout cas, pour cette entreprise-là, je pense on n'est pas fermé à un partner. Je pense pas que cette entreprise-là pourrait être VC-back, à moins qu'on fasse comme un pivot quand même important pour étendre notre TAM essentiellement, là, qui est trop petit dans cette niche-là. Fait que pour elle, c'est plus comme si on a un partner intéressant, peut-être. Sinon, on va rester probablement bootstrap. C'est ça. Parfait. Make sense, man.
Émile, si t'as-tu des shameless plugs, en fait, des trucs que tu veux plugger? Tu avais parlé d'une compétition. Ouais, conférence, là, si vous venez, c'est ça. On a 2 conférences excellentes au Québec. Il y en a une à Montréal en mai qui s'appelle Nordtech, puis sinon, il y a la Hackfest à Québec qui est en octobre ou novembre, là, okay. Je sais plus trop. Je le mettrai dans les show notes. Ouais, c'est ça. Ben, c'est juste pour dire au monde, même si ça vous fait peur, essayez-le une fois. Oui, 100%. Sinon, c'est ça, c'est de parler de nous autres. Si vous connaissez du monde qui sont en cybersécurité là, ou reliés à la cybersécurité quand même proche, ben c'est juste de dire hey, j'ai entendu parler de ce tool-là. Ce tool-là, Kaido, Kaido.io. Ouais. Kaido.io. Kaido.io. Ouais. Puis si le monde veut te parler soit de ton histoire ou de ton produit ou de whatever, ils peuvent... Ça me fait extrêmement plaisir. Comme j'ai dit, le réseau, c'est toujours quelque chose que je trouve super important. Fait que oui, sur LinkedIn, puis si ça devient un peu plus sérieux, je vais vous donner mon courriel, là, mais je reçois tellement de spam que j'essaie de... Avant, je le donnais, j'étais très ouvert, puis là, maintenant, je suis comme... moi, je suis un gars zero inbox, fait que s'il y a comme 1 million de courriels dans mon truc, fait que ouais, LinkedIn, ajoutez-moi, il n'y a pas de problème. C'est Émile Fugulin sur LinkedIn. Ouais, c'est ça. Émile, man, merci pour ton temps, ta passion. C'était vraiment le fun. J'ai appris beaucoup, man. Ouais, ça me fait plaisir. Cheers, mon gars. All right, cheers. All right, folks. Avec Ça se passe, on a une infolette de feu hebdomadaire qui est très moitié fun, moitié fond à notre sauce. Il y a des hot takes, des expérimentations que je fais, des histoires vraies de SaaS, vraiment pour t'aider à prendre les meilleures décisions, que ce soit par rapport à ta compagnie ou ta carrière. C'est une place où je peux être 100% moi-même. Ça fait du bien, j'adore ça écrire. Fait que d'avoir ce outlet-là, c'est complètement motivant pour moi. Il y a plus que 850 SaaS folks puis curieux qui nous suivent. Ça augmente chaque semaine. J'aimerais ça que vous en fassiez partie, puis qu'on se rende à 1000, puis qu'on se rende à encore plus que ça. Ben franchement, ça me craint au bout d'avoir des nouveaux abonnés qui se joignent sur l'infolette. Ça me craint à continuer d'écrire, à continuer de faire de la recherche, de me poser des questions, d'analyser ma conversation avec cette fondatrice-là ou ce fondateur-là. Ça pourrait être transformé en un éditorial que moi, j'amène dans l'infolette. Fait que, si vous voulez aussi, vous pouvez joindre les SaaS Pals. On a un petit forfait payant là, qui permet de nous supporter directement comme individu ou comme compagnie. On a déjà plus que 22 personnes qui nous supportent comme ça. C'est insane. J'en reviens pas. Puis eux, ils font ça en échange contre des extra goodies, right? Fait que pense à, mettons, des updates extra que je fais avec personne d'autre qu'avec eux, des previews de la roadmap du podcast, des rabais sur les événements puis d'autres trucs. Fait que vous pouvez aller sur saspace.com. Il y a un pop-up il y a un pop-up qui va vous apparaître d'en face en théorie. Puis sinon, il y a dans le footer, vous pouvez vous inscrire. Sinon, vous googlez Ça se passe puis Beehive, c'est l'outil qu'on utilise pour l'infolettre. Ça me craint vraiment de voir ça grandir, puis ça me tient à cœur. Fait que check it out. Puis si vous avez du feedback constructif aussi, vous pouvez me le shooter. Alright, folks. Un petit shout-out à Vasco, partenaire produit Ça se passe. Vasco, c'est la plateforme RevOps pour optimiser votre commercialisation de SaaS. Ça aligne les ventes, le marketing puis le customer success pour que tout le monde avance dans la même direction, mais surtout que les revenus suivent. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Il y a une solide entrevue avec leur architecte de revenus, Alexis Boucher. OK? De retour au pod. Ça se passe, c'est une business d'amour, une business indépendante. Il y a un paquet de choses que vous pouvez faire pour nous supporter dans notre croissance, pour qu'on puisse continuer de créer du contenu de feu, d'organiser des beaux events, puis de mousser, puis de tirer par le haut cette communauté de tech-là qu'on a au Québec. First, si vous n'avez pas ajouté votre SaaS sur notre plateforme, allez sur saspace.com, il y a un gros bouton mauve pour faire juste ça. Vous pouvez check out le job board. Si vous avez une offre d'emploi quelconque, c'est gratuit, un outil super cool pour toute notre audience puis notre réseau. Si vous ne nous suivez pas déjà par rapport au pod sur Spotify, Apple Podcasts, allez faire ça s'il vous plaît. Puis vous pouvez aussi nous laisser un review, ça nous aide vraiment beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, qu'on investit de plus en plus là-dedans. On met des shorts, le plus de contenu possible, que ce soit organique ou avec des partners. Fait que check this out. Si vous voulez venir aux événements puis pas manquer de billets, parce qu'on est souvent sold out, vous devriez nous suivre sur Eventbrite. Fait que vous allez sur Eventbrite, vous écrivez Ça se passe, vous pouvez vous abonner puis avoir des notifications. On fait ça roughly à peu près chaque mois-ish. Puis last but not least, suivez-nous sur LinkedIn puis Instagram. On met du beau contenu, du contenu souvent drôle. Fait que je pense que ça vaut la peine. Je veux finir cette outro custom-là un petit peu en remerciant les partners certifiés de Ça se passe. On a des compagnies de fous qui nous supportent financièrement, stratégiquement, des fois même psychologiquement dans mon cas. Puis sans ces compagnies-là, la majorité du revenu de Ça se passe n'existerait pas puis on pourrait pas faire ça. Right? Fait que
je veux que vous preniez le temps d'aller les regarder. saspace.com/partenaire avec un S. Ils sont tous listés là. Ils ont une belle fiche avec du contenu, avec des liens, des détails. Je vous les nomme rapidement. Léviat Légal, des avocats qui sont tech et founder friendly. Le Chiffre, des comptables et fiscalistes qui sont calés en tech aussi. Baseline, des gros geeks pour innover avec l'AI. Unicorn, des experts cloud AWS pour optimiser et scaler votre infrastructure. Puis on a aussi cette année des partners produits. Donc Vasco, une plateforme RevOps pour votre go-to-market. Missive, un inbox collaboratif pour vos teams, pour vos communications de team, pardon. Puis Apollo 13, un studio no-code pour construire des MVPs puis des side projects. Vous pouvez tout aller les voir sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis moi, du fond du cœur, je vous dis juste merci de nous suivre et de nous supporter. C'est insane comme aventure, ce qu'on a lancé là. Puis je suis bien privilégié de pouvoir faire ça.